Bonjour à tous, je suis contente aujourd'hui de recevoir sur la chaîne Soignant Gagnant Gaëlle Boudier que nous avons rencontré. Nous nous sommes rencontrés, nous, il y a quelques temps. On a travaillé ensemble sur la création de masterclass. Ça a été une rencontre formidable et une belle rencontre. Et j'ai tenu à vous partager cette belle personne qui est Gaëlle. Gaëlle va se présenter parce qu'elle est formidable. Elle a un talent fou, bien sûr, et elle a quelque chose en plus, quelque chose en plus, le petit truc en plus. Mais je vous laisse découvrir ça. Elle est Gaëlle, coach en voix, pas la direction, mais quelque part aussi sur cette chaîne Soignant Gagnant, on cherche sa voie, sa direction, on cherche le sens de sa vie, on cherche à avancer et à être des gagnants. Gaëlle est une gagnante et elle va vous expliquer tout de suite pourquoi. Je vais lui laisser prendre la parole et c'est avec un grand plaisir. Merci beaucoup Sylvie. Bonjour à tous et bonjour à toi Sylvie. Merci, je suis très honorée de venir sur ta chaîne et de partager ensemble ces connaissances, ce point de vue et de faire avancer. Voilà, je vous spoile pas tous les sujets, je vais laisser Sylvie en parler, mais en tout cas, je suis vraiment très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je m'appelle Gaëlle Boudier, je suis chanteuse professionnelle, je suis également stratégiste vocale et coach vocal et j'accompagne des orateurs, des entrepreneurs et des chanteurs qui ont pour but de se démarquer par rapport aux autres grâce à leur voix VOIX. Donc, j'ai passé mes 10 dernières années en Californie où j'ai évolué dans un monde d'entrepreneurs, celui des startups, où pitcher, c'est-à-dire présenter son entreprise, est une étape indispensable, essentielle pour se développer dans la Silicon Valley. Et c'est dans cet univers que j'ai naturellement créé mon académie, GB Academy, dont ma mission est de miser sur l'unicité vocale de chacun, sur les valeurs, en faisant en sorte que la voix de chaque personne soit utilisée comme un véritable outil de communication, un outil super puissant, j'ai même envie de dire, au même titre qu'on ferait un beau logo pour sa société ou un beau visuel sur ses réseaux sociaux, que ce soit pour chanter avec une belle affiche de concert ou que ce soit bien sûr pour sa société et pour développer son entreprise. Donc ensemble, j'ai envie de dire qu'impacter grâce à sa voix pour atteindre le succès, ça c'est mon credo. Tu chantes aussi. Alors, je vous ferai remarquer, elle a un super micro, vous voyez le piano juste derrière. Oui. Voilà, décris-nous tes passions et tes prises de chant sur scène. Ben, pour moi, il n'y a pas une seule scène et il n'y a pas un seul public. Chaque public est différent et il faut savoir que dans ma conception d'une présentation orale ou chantée, le public ne m'appartient pas. Et c'est à chaque fois un véritable challenge, j'ai envie de dire au départ, mais un véritable plaisir aussi de connecter de façon différente avec chaque public. Que je sois dans une prise de parole, dans une conférence, dans une masterclass, dans une vidéo YouTube ou encore sur scène en train de partager ma passion et de chanter. Faut le vivre en fait. Il n'y a pas une seule réponse à ça et ça m'est difficile de te répondre de façon exhaustive parce que en fait je pourrais du coup te citer plein d'exemples où j'ai eu plein de rapports différents avec mon public et avec ma voix en particulier. L'histoire qui fait qu'on s'est connecté aussi pour des questions particulières qu'on va aborder là sur le stress, les émotions autour de la prise de parole qui est vraiment un cœur de sujet quand moi j'accompagne en coaching motivationnel pour les chefs d'entreprise, pour les soignants qui doivent prendre la parole et qui sont bloqués, parfois sont figés. Ça, on va aborder tout ça juste après. Mais la première question, c'est quelqu'un que je coach qui s'appelle Marjorie, qui fait des cours de théâtre. Oui. Et on venait d'avoir un échange ensemble, toi et moi. Et puis juste après, j'avais un coaching avec Marjorie. Et Marjorie, elle me posait plusieurs questions. Et moi, je dis, mais je vais demander à Gaëlle. Et on fera une prise vidéo ensemble pour répondre. Parce que les questions de Marjorie, tout compte fait, étaient les mêmes que un grand nombre de personnes se posent. Donc, c'est pour ça. Ça nous a motivés à vous partager cet échange d'aujourd'hui. Alors, les questions sont autour de la voix et des émotions, on l'a vu. Oui. Alors, j'ai mes petites notes ici.
On va aborder la première question, comment le stress se traduit dans la voix parlée. Deuxième question qu'on abordera ensemble, c'est comment gérer ma voix quand elle se met à trembler ou qui part dans les aigus quand je m'exprime en public. Ça m'arrive. Et la troisième question qu'on va voir ensemble et qu'on aura le plaisir de s'y pencher, ça sera comment mieux m'affirmer grâce à ma voix. Comment mieux m'affirmer grâce à ma voix. La quatrième question, c'est quand je m'exprime, j'ai parfois du mal à me faire comprendre. Comment puis-je m'améliorer? Est-ce lié au stress? Encore une belle question. Et la cinquième, parce qu'on a tenu à avoir 5 questions ensemble. Comment utiliser mon regard et mes mains pour accompagner ma voix et me sentir plus à l'aise dans ma prise de parole? Alors ça, c'est quelque chose que... Cette dernière question, j'aime bien parce que je sais jamais où mettre mes mains. Moi, je bouge beaucoup. Et en plus, quand je suis plus ou moins stressée, on verra ça tout à l'heure, mais je commence à mettre les mains partout, je sais plus, etc. Et donc, Gaëlle, et ça se traduit chez beaucoup d'entre nous, où on commence à croiser les mains, on ne sait pas si on les met dans les poches, derrière le dos. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux mains-là qui gesticulent dans tous les sens? Donc, on voit tout ça ensemble avec grand plaisir. On commence par la première question, Gaëlle. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parti. On va dans le vif du sujet. Alors, première question. Comment le stress se traduit dans la voix parlée? Et là, pareil, quitte à ne pas faire plaisir à tout le monde, il va se traduire de plein de façons différentes. Donc, pareil, il n'y a pas une seule réponse à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est un super indicateur et qu'il ne faut pas en avoir peur. Et malheureusement, on a tendance à essayer de le rejeter et de partir en arrière quand on a du stress. Et non, c'est tout le contraire. Il va permettre de nous passer. Il va permettre de devenir exigeant envers soi-même pour avoir des résultats. Il va permettre de se motiver également pour pouvoir bien se préparer. Il faut juste pas le laisser se transformer en angoisse, en peur, en réelle peur, où la peur va avoir une connotation du coup négative, de danger, puisque la peur est vraiment, c'est un réflexe, une émotion qui va permettre de réagir au danger, ou pour se battre, ou pour fuir, etc. Mais en tout cas, pour avoir une réaction corporelle, pour pouvoir se mettre en sécurité. Et il faut pas laisser grignoter cet espace-là, parce que quand on prend la parole et quand on chante, on n'est pas en danger, clairement. Donc, on peut difficilement prévoir, quand on se situe dans une situation de danger, la façon dont on va avoir pour se protéger. Parce qu'on a une perte de contrôle quand on est vraiment dans la peur du danger, et cette perte de contrôle va avoir forcément une conséquence sur une perte de contrôle également vocale. Et là, du coup, ben, forcément, c'est néfaste pour soi. Là où c'est que le stress... Oui, vas-y, dis-moi. Il y a déjà une question. Vas-y. Quand on prend la parole en public comme ça, sur scène, avec un micro, un pupitre devant soi ou autre, ou en salle de réunion, en comité de direction, en comité de qualité, etc. On doit prendre la parole, mais on a quand même peur du jugement de l'autre en face, du regard de l'autre en face. C'est exactement ça. Et ce stress, il est lié souvent à qu'est-ce qu'on va penser de moi si déjà je me trompe dans un mot, si je donne un mot pour un autre, voilà. La peur, elle vient parfois par notre interprétation de l'autre en face. J'aime à dire, justement, je rebondis sur ce que tu dis, qu'il y a deux types de peur. Il y a la peur de soi-même et la peur de l'autre. Quand on prend la parole, et c'est pour ça que on va vite annihiler ce mot peur et on va plutôt parler de trac qui va avoir une connotation positive, parce que vraiment la peur c'est du danger et on n'a pas à avoir peur de soi et on n'a pas à avoir peur d'un public. Clairement, on n'est pas en danger quand on est devant un public. Fort heureusement, je ne serai plus là au nombre de scènes que j'ai faites. Par contre, on nous envoie des tomates. Ben, au pire des cas, on a la salade du soir, voilà. On récupère les tomates et on fait les salades. Donc en fait, cette double peur, il faut en avoir conscience. Et ça va rentrer vraiment, et on spoil un peu la deuxième question, comment on tremble, pourquoi la voix tremble, etc. C'est parce qu'il faut d'abord connaître pourquoi j'ai peur. Est-ce que j'ai peur de moi, c'est-à-dire de me tromper, de mes connaissances? Est-ce que je suis assez préparée, etc. Ou est-ce que j'ai peur de l'autre et du jugement qu'il va avoir? Parce qu'il y en a qui sont très confiants sur leurs connaissances et qui sont excellemment bons en tant que
prof, je vais caricaturer, excusez-moi, le rôle de prof, ou en tout cas derrière un amphithéâtre avec un public qu'il connaît, qu'il a toutes les semaines, et ou alors derrière une vidéo parce que justement, ben on est calme et qu'on a le temps de refaire sa prise, etc. Mais qui vont être de très mauvais, communicants, pardon, en présentiel et en direct, parce que c'est la peur de l'autre qui prend le dessus. Donc voilà, et il y en a en fait qui ne se font pas confiance en eux, qui en ont rien à faire finalement en fait des réactions des autres, mais par contre leur peur principale, c'est moi je serai jamais assez bonne pour faire ça. Moi je m'en fous de faire le zouave devant quelqu'un. Par contre, c'est moi, mes connaissances, syndrome de l'imposteur, etc., qui vont prendre le dessus et qui vont faire qu'on va pas oser. Donc déjà, faut analyser où se situe notre peur, et c'est que en analysant ça qu'on va pouvoir commencer à trouver des solutions. Et je vais balayer le mot peur maintenant, et je vais parler de trac, parce que le trac a un impact qui va être positif. Le trac, on peut être impressionné par quelque chose. Mais quand on est tracker et qu'on n'a pas peur, on ne perd pas le contrôle de son corps. On ne perd pas le contrôle de ses émotions et on ne perd pas, par conséquent, le contrôle de sa voix. Et je vais même aller plus loin, on va pouvoir vraiment s'en servir pour développer vraiment ses capacités, ses facultés de communicant, comme on a vu plus haut, parce que le fait d'être tracker, ça va dire, ok, j'ai le trac, j'ai pas envie de me planter, je vais bien préparer. J'ai le trac, j'ai pas envie que le public se foute de moi si c'est le public qui me fait peur. Donc je vais m'apprêter, je vais pas y arriver avec, je vais me sentir bien dans mes habits, parce que ça va contribuer au fait que je me sente à ma place. Et c'est toute une préparation. J'aime parler de 3 axes de préparation: physique, mentale et didactique, dans le fond de la prise de parole ou du concert. Et la préparation physique fait aussi partie, par cette préparation, de se dire comment je vais m'habiller, comment je me sens bien. Parce que moi, par exemple, je me sens très bien dans ce genre de vêtements. Je me sens pas particulièrement bien en jogging. Je suis pas une nette jogging polo. Donc, alors, ça m'arrive le dimanche. Je vais pas non plus dire que je ne suis jamais en jogging. Mais très honnêtement, j'y suis pas vraiment souvent. Et c'est pas une tenue dans laquelle la parole en jogging. Non. Donc, ça veut dire, dans ce que tu nous transmets, pour la préparation physique, à chaque personne qui nous écoute, c'est de préparer sa tenue confortable, comme quand on va faire un marathon, on va prendre ses baskets qu'on a déjà utilisées, parce que c'est pas la peine de se retrouver au 5e kilomètre avec 10 cloques. Alors, je sais pas si nous, dans les Hauts-de-France, on dit des cloques. Toi, tu dis des gales, des cloques, tu dis comment quand on a tu vois, les trucs qu'on a aux pieds qui font très mal. Chaussures inconfortables, je sais pas, on n'a pas vraiment de mot, il n'y a rien qui me vient. C'est un mot américain, parce que tu as la double nationalité. Mais nous, en fait, ça montre que ça nous empêche, si on veut. Enfin, c'est l'image du sportif qui va faire un marathon. La personne qui va prendre la parole en public, elle se prépare comme le sportif. Exactement. Elle va pas mettre des hauts talons pour faire le marathon. Mental et physique. Et la préparation physique de la voix fait partie du corps. Donc en fait, il faut être bien corporellement, avoir bien dormi, vraiment comme si on s'apprêtait en effet à faire une compétition de sport ou d'aller passer une journée ultra importante. J'imagine que, allez, c'est la première fois que vous allez en Corse, vous allez voir Ajaccio, vous avez envie d'être en forme pour profiter de cette seule journée que vous allez passer à Ajaccio, par exemple. Mais c'est pareil en fait, c'est faut être prêt. Et bien s'habiller, ça veut pas dire être clown. Ça veut dire, bien sûr, on le fait en fonction du contexte. On va pas aller passer un entretien d'embauche en jogging si c'est quelqu'un qui est très bien en jogging. Mais par contre, on peut trouver des intermédiaires entre la veste de tailleur comme je porte et une chemisette un peu sportswear qui ira bien, ou un petit polo un peu sympa, un peu cintré, qui va faire qu'on n'est pas dans l'ambisport, mais qu'on n'est pas non plus dans quelque chose qui nous ressemble pas. Et ça, c'est important. J'ai une anecdote qui me revient. Alors, c'est un conférencier très connu qui vient du Québec et qui prend la parole en public sur un gros événement où j'étais présente. Et il lui arrive un gros gag. C'est-à-dire qu'il a une chemise verte kaki, très belle. Mais dans sa chemise, il va transpirer. Et pendant sa prise de parole, il a des auréoles, mais auréoles, voilà, mais des flaques, etc. On peut pas nier qu'il est en stress, parce qu'il transpire, etc.
mais il a travaillé tellement cette image de lui que en fait, il a continué sa prise de parole. Il n'a pas été se déshabiller, il n'a pas arrêté de parler. Il a continué avec une assurance et moi-même, je me disais, mais comment je pourrais réagir si j'avais autant d'auréoles sous les bras, autant de transpiration? Parce que franchement, quand on prend la parole, on transpire. Oui, 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 l'hypersudation fait partie pardon, j'ai perdu le mot, des éléments qui montrent quand on est en stress. Des manifestations, voilà, c'est le mot que je cherchais. Des manifestations de stress, l'hypersudation en fait partie. Alors ça, c'est typiquement quelque chose que moi je prends en compte dans le choix de mes habits. Ça m'est déjà arrivé, j'étais très consternée, très mal à l'aise. Pour vous raconter du coup l'anecdote, j'étais à l'université et je suis danseuse de flamenco depuis des années aussi. J'ai fait partie de troupes de flamenco à plus ou moins haut niveau. Et je devais en fait, face à l'amphithéâtre en musicologie, puisque je sors de musicologie, je devais présenter la rythmique du flamenco. Donc en fait, j'avais pris mes castagnettes, puisque je fais des castagnettes au travers de la danse, et donc j'expliquais la rythmique, ce qu'on appelle les compas en flamenco, en train de à la fois de pseudo-danser et d'expliquer rythmiquement, donc à des personnes qui sont toutes musiciennes et qui comprennent le jargon technique et qui savent exactement où je veux en venir rythmiquement. Et je me suis retrouvée en stress, clairement, parce que j'ai plus l'habitude finalement, alors à l'heure d'aujourd'hui, de m'exposer face à des personnes qui ont moins de connaissances que moi. Là, j'étais vraiment à l'identique en fait en termes de connaissances et ça m'a fait monter un niveau de stress énorme. Et en effet, j'avais des auréoles. Je me suis promis que plus jamais de ma vie, je prendrai des matières à risque. Alors après, il y a quelques petites techniques du talc, etc. qu'on peut mettre. Mais voilà, typiquement, j'ai des habits fétiches que je sais que même si je transpire, ça ne se voit pas. Et c'est quelque chose auquel moi, je fais attention parce que c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise et j'ai l'impression qu'il y a un gros panneau dessus de ma tête, là, ch'ting, ch'ting. Donc voilà, j'y fais particulièrement attention. Un panneau avec écrit en âge. C'est ça. Donc, oui, ça, on s'écarte de la voix, mais c'est vrai que c'est quelque chose pour pouvoir rester sûr de soi et pouvoir s'affirmer. Comment est-ce que, ma question, c'est est-ce que les personnes qui vont m'écouter vont toujours entendre les choses qui sont dans ma voix? Comment le stress se traduit dans ma voix parlée? Est-ce qu'on va entendre ces vibrations? Est-ce qu'on va entendre que je vais respirer plus? Comment ça va? Quels sont les signes? Ça dépend du niveau du stress, hein, clairement. Quelqu'un qui est vraiment très stressé, qui a la voix un peu qui tremblote comme ça et qui respire super fort et qui commence à accélérer son débit et qui commence à parler super aigu comme ça, oui, c'est clair, on va savoir qu'on est en stress. Maintenant, il y a des personnes avec plus ou moins d'expérience qui ont déjà une bonne assise sur sur les émotions, hein, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur mes émotions. Faut savoir que je suis une ancienne timide. Je n'osais absolument pas m'exposer face aux gens. J'ai toujours fait de la scène. Ma première scène, j'avais 3 ans et demi, mais j'étais toujours dans des groupes de danse, des chœurs, etc. Donc en fait, j'avais la sensation d'être cachée. Et donc, il a fallu que je fasse un vrai travail sur mes émotions, sur ma capacité à accompagner ces émotions pour être plus sûre de moi. Et donc, il y a des moments où je suis stressée, clairement, mais ça ne se voit pas parce que j'ai à la fois le contrôle de mes émotions et à la fois assez de techniques vocales pour pas que ça s'entende, vocalement parlant. Maintenant, après, il y a eu des moments où j'étais plus stressée que d'autres et où ça s'est un petit peu ressenti. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en stress, qu'on prend la parole ou qu'on chante, le corps est bien fait parce que dès qu'on se sent en confiance, et ça, petit truc que je vais vous donner au fil de la discussion pour permettre de se sentir plus rapidement en confiance. En fait, c'est un effet ricochet continuel. Donc, on fait une action qui nous met en confiance. Je reprends un peu confiance en moi. Les symptômes, si je peux appeler ça symptômes du stress, diminuent un peu. Le fait que ça diminue, je me sens mieux. J'ai un ricochet de confiance en moi qui re-ricoche, etc. Et on est dans un cercle vicieux. Et qui fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, je me sens pas à ma place, je stresse. Du coup, j'analyse quelque chose comme potentiellement stressant ou un public qui est pas réceptif, etc. Du coup, ça me met dans l'inconfort. L'inconfort me rappelle à mon stress et j'augmente mon stress. Donc, en fait, une des clés, c'est de couper ce cercle vertueux.
S'il est dans le mauvais sens, s'il est dans le bon sens, on le garde et on l'entretient, bien sûr. Mais s'il est dans le mauvais sens, c'est d'arriver à le couper en se raccrochant à des petits détails qui font que, ok, tout fonctionne pas et dans la vie, ça fonctionne pas toujours tout comme on veut, mais par contre, il reste quand même des petits points positifs et ça allait s'accrocher à ces petits points pour dire, ok, certes, en effet, par exemple, j'ai la voix qui est partie dans les aigus, j'ai ma voix d'un coup, j'ai voulu parler, j'ai fait bonjour, un peu comme ça. Mais quand bien même, j'ai réussi à me présenter de façon convenable et les gens ont compris ce que je disais. Donc ok, c'est pas grave, ça reste de l'anecdotique et rester sur de l'anecdotique et pas en faire en fait un plat avec chantilly quoi. Voilà. Cerise au-dessus de la chantilly et cerise au-dessus de la chantilly. Et la cerise sur le gâteau, c'est ça. Je pense à quelque chose qui est fréquent aussi, c'est quand les personnes ont très peur, elles parlent très vite au départ et après, au bout de quelques minutes, en fait, elles ont pris le rythme et c'est parti et ça va très très bien. Et oui, parce que c'est l'effet ricochet de la confiance. C'est exactement ce que je disais. Il s'est passé quelque chose à un moment donné dans leur discours qui a fait que elles se sont senties un petit peu plus en confiance. Et ça, c'est le trac. C'est l'effet positif du trac. C'est-à-dire que au départ, le trac, on sait pas trop où le situer, si c'est dans la peur ou dans le stress ou dans le trac. Et puis petit à petit, on devient traqueux et petit à petit, on se rend compte qu'on n'est pas en danger et que tout va bien et que ça se passe bien. Et puis là, en fait, le rythme cardiaque diminue, toutes les symptômes, je vais redire ce mot du stress, se calment et on arrive à rentrer dans une zone de confort. Et après, on est dans sa zone d'expertise. Quand on prend la parole, majoritairement du temps, on est quand même dans sa zone d'expertise et il faut se rattacher à ça, de se dire, ok, je suis expert de ce que je dis, je sais ce que je dis. Et ça, la personne en face ne le sait pas forcément, donc on y va, on peut se faire confiance, quoi. Et c'est une question de confiance. Mais c'est une question vraiment de préparation. Et c'est pour ça que je dis que pour pouvoir se servir de ce trac, il faut savoir l'apprivoiser, surtout pas le contrer. Et pour en revenir à la question de base, qui était comment il peut se manifester dans la voix, etc. Donc on a donné des exemples, voix tremblotante, voix qui part dans les aigus, débit accéléré. Il y a beaucoup les non-mots. Les non-mots, c'est-à-dire quand, par exemple, je peux pas parler. Parfois, on est tellement en stress. Alors ça c'est un blocage. Le non-mot, ça va être plutôt toutes les 3 mots, dire bonjour, je m'appelle Gaëlle Boudier. Tout le monde sait comment on s'appelle. Pourquoi on hésite quand on donne son prénom, en fait? On ne peut pas hésiter à ce moment-là. On peut pas dire bonjour, je m'appelle Gaëlle Boudier. Alors non, on le sait. C'est juste le stress qui prend le dessus et ça crée en fait. Moi, je le fais. Mais je oui. me rends compte qu'on le fait. En fait, on le fait. Parfois, le stress est là, comme tu dis, le stress est là. Et le fait de dire eux, ça me permet de réfléchir à ce que je vais dire après. Oui, sauf qu'en fait, c'est parasite au message. Donc, il vaut mieux, et là, ça va être mon conseil pour notamment combler ces fameux non-mots, poser sa voix, faire des silences. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Boudier, je suis coach vocal et stratégiste vocal, et j'accompagne. Et tu vois, faire des pauses comme ça régulièrement, ça te laisse le temps de faire ta fin de phrase et ça pose le message. Alors, bien sûr, là, c'est un peu exagéré parce qu'on peut pas mettre des pauses aussi longues à tous les 3 mots, mais il vaut mieux ça que des qui partent dans tous les sens. Parce que le fait de poser ta voix, ça va te permettre de faire ce ricochet de confiance qui fait qu'après, tu auras un débit qui va se réguler. Et alors, je dis des et je dis des donc. Et en fait. Ah oui, après tous les mots parasites, j'ai pris l'exemple des il y en a, c'est des voilà. Voilà. Donc. Et quand je me mets à dire donc, et en fait, je les coupe au montage, hein. Parfois, je les coupe au montage parce que au début, quand on prend la parole, même pour faire des prises vidéo, hein, si on peut donner des conseils aux personnes qui veulent prendre la parole aussi sur les réseaux, ou au début, c'est difficile, c'est tellement difficile que on se dit, mais au pire, on va pas en mourir. On le fait, on va couper les On a beaucoup de travail au montage et au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, on met moins de moins de donc, moins de en fait, moins de. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un travail continuel. Moi, personnellement, dès que j'arrête de travailler sur les non-mots, ils reviennent au galop. Hein. Donc, c'est vraiment un travail qu'il faut faire continuellement, de penser à ses propos tout en calmant son discours et enlever ces non-mots. Une des clés des non-mots, c'est certainement la préparation. On sait où on va. Si on connaît, par exemple, sa première phrase d'accroche,
ça permet de pas mettre des E dans la première phrase et d'avoir un discours qui est plus cohérent et qui est plus congruent. Merci Gaëlle pour ces Avec plaisir. astuces. Alors, on passe à la deuxième question. C'est parti. Deuxième question. Comment gérer ma voix quand elle se met à trembler et quand elle part dans les aigus quand je m'exprime en public? Est-ce que tu aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 astuces? Alors, je vais déjà vous en donner une pour chaque élément qu'on a parlé, voix qui tremble et voix aiguë. Mais tout d'abord, quand on a la voix qui réagit comme ça, la voix c'est un vecteur des émotions, hein, clairement. Hein. Quand quelqu'un est énervé, qu'on connaît dans notre entourage, on n'a pas besoin de voir son image pour savoir qu'elle est énervée. Quand quelqu'un est amoureux et qu'il est en train de dire des je t'aime, etc., on n'a pas besoin non plus d'avoir l'image pour savoir qu'on aime. Et quand on parle à ses enfants, on est naturellement préprogrammé pour avoir la bonne voix avec la bonne émotion. Là où on perd le contrôle, et notamment voix qui tremble, voix aiguë, etc., c'est justement que le stress reprend le dessus sur notre voix. Et ça, pour pouvoir... Tiens, tu vois, regarde, un non-mot. Et donc, on en fait tous. Hein. Déjà, on dédramatise les non-mots, on en fait tous. Et pourtant, là, je ne suis pas stressée, mais voilà, ça arrive et c'est un travail régulier. Donc, on va déjà prendre conscience de ce stress. Ça, c'est la première chose. J'aime parler des 3 questions principales. On parle des 5 W en anglais. Moi, je les résous dans un premier travail, en tout cas à 3. C'est le pourquoi, le pour qui et le pour quand. Le pourquoi. Qu'est-ce qui me fait stresser? Et là, on en revient à la double peur. Est-ce que c'est le public, donc par ricochet, les réactions qu'il peut avoir à ce que je dis qui me font stresser parce que je me dis s'il apprécie pas, etc. Est-ce que c'est moi-même, dans ma propre peur de me tromper, de pas être assez expert, d'être un imposteur, etc. Donc en fait, là, c'est à moi que je dois ce stress. Est-ce qu'il y a des conséquences ou des enjeux derrière cette prise de parole qui sont plus importants que ce qu'on a l'habitude? Est-ce que c'est la prise de parole de ma carrière? Est-ce que c'est le concert de ma carrière ou etc. Voilà, donc là, déjà, de savoir le pourquoi, ça va permettre de contextualiser notre prise de parole ou en tout cas notre intervention, qu'elle soit chantée ou qu'elle soit parlée. Le pour qui. Connaître en avance son audience. Pour une prise de parole, c'est essentiel, même pour un concert. Est-ce que c'est une prise de parole qui est officielle? Est-ce que c'est officieux? Est-ce que c'est un large public? Est-ce que c'est un petit public? Est-ce que je suis à l'aise avec ce public? Je le connais? Est-ce que je le connais pas du tout? Est-ce que c'est un public connaisseur de mon sujet ou est-ce que c'est un public complètement amateur? Est-ce que je vais parler devant mes collègues, devant mes supérieurs, etc. Donc les questions, on peut en faire des centaines. C'est vraiment d'aller chercher le pour qui. On ne s'adresse absolument pas de la même façon en fonction de l'audience qu'on va avoir en face. Et être préparé à ça, c'est déjà énorme, car le stress va monter crescendo en fonction du but et en fonction de l'inconnu. Plus on est dans l'inconnu, plus on stresse parce qu'en fait, on connaît pas le chemin, donc en fait, tac, 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 on monte. Donc le fait de statuer le pour qui, de connaître une fois de plus les circonstances, ça nous met dans des propres dispositions et on se sent prêt, j'ai envie de dire, même si on n'est pas dans du théâtre, à enfiler la bonne casquette. Je vais pas parler de la même façon à mon mari que je vais parler à mon beau-père, que je vais parler à mon patron, que je vais parler en conférence, etc. Donc, d'enfiler la bonne casquette, ça permet d'être droit dans ses baskets et déjà d'avoir moins d'hésitation et donc on sait où on va, donc le stress diminue. Le pour quand. Le pour quand, c'est quel est mon temps de préparation. Clairement, l'objectif dans tout ce qu'on fait, c'est d'avancer step by step, de pas avoir cette montagne en face de soi qui fait encore plus stresser et se préparer un véritable programme de préparation comme un sportif, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais ça, c'est une prise de parole ou un concert qui est réussi parce que faut pas croire, hein, les prises de parole, les concerts, ils s'improvisent pas au départ. On se prépare au départ. Jazz girl qui va ou un jazzman qui va faire du scat vocalement derrière son micro, au départ, il a travaillé les vibes à la Beyoncé, etc. en tant que chanteur quand ça part dans tous les sens. Elles l'ont travaillé au départ. Après, bien sûr, il y a des automatismes de création qui sont mis en place qui nous permettent de sortir du cadre et d'improviser.
Mais le fait d'avoir un cadre, ça nous permet à chaque fois de revenir dans le cadre. Et ça, c'est super rassurant. C'est un peu comme si tu me disais, OK, je vais dans une ville inconnue, je connais absolument personne. Par contre, je sais que ma maison, elle est là. Et je sais que quand je serai dans ces murs, je suis en sécurité. Donc, en fait, le pour-quand, ça permet de mettre une préparation efficace de façon à pas être pris de court et de se dire, OK, ma maison, elle est là. Dans ma prise de parole et dans mon concert, ça, c'est ma maison. Si je sors, c'est OK. J'ai le droit de sortir. J'ai le droit d'être incertain, mais je sais que si je reviens là, je suis dans ma case et je sais où je vais. Et ça, c'est ultra important pour canaliser justement ce stress et ne le faire qu'il ne évolue pas, comme on disait au tout début de cette conversation, en peur viscérale, où c'est que Il va tout saboter. Voilà. La peur, elle va tout saboter. C'est ça. L'objectif de ces 3 questions, clairement, c'est de dédramatiser sa prise de parole ou en tout cas son intervention, qu'elle soit chantée ou qu'elle soit parlée. J'ai un exemple, si tu es d'accord, que je puisse le partager. Je me retrouve à devoir partager avec des équipes médicales. Et je descends dans le sud pour accompagner dans une université, l'université de Bordeaux. Ouais. Et je sais que j'ai un public de médecins et de collègues, de manipulateurs radio. Moi, ma première profession, c'est je fais de la radio, du scanner, d'IRM. Et là, c'était pour des interventions de personnes compétentes en radioprotection. On est avec des radiophysiciens, des médecins, thérapeutes, etc. Et je vais prendre la parole sur la confiance en soi. Et la nuit avant, on a abordé ça tout à l'heure, le fait de bien dormir, mais la nuit avant, je suis dans une chambre d'hôtel, voilà. Toute la nuit, j'ai très mal à la gorge. Je vais sucer des bonbons de menthe. Heureusement que j'avais emmené ça. J'ai mal à la gorge, je commence à avoir une extinction de voix, j'en peux plus, je ne dors pas. C'est presque le scénario catastrophe. Il y a eu la clim tellement dans le TGV que j'ai eu vraiment froid. J'arrive donc la nuit, j'ai plus de voix. J'arrive sur le lieu, mon PC ne s'allume pas et n'est pas compatible avec le matériel qu'ils ont là-bas. Donc, je me retrouve avec... Rien ne se passe comme prévu. Je ne peux ni ouvrir mon PC. Je me retrouve avec presque plus de voix. Je demande du thé pour pouvoir faire... J'animais une journée entière. Donc, 9h, 17h. Et là, au fur et à mesure que les gags presque indépendants de ma volonté s'accumulent, quand l'ordinateur peut pas s'ouvrir avec ma présentation qui va m'aider à aussi pouvoir... reposer quelques temps la voix pour dire regarder sur cette image, etc. J'y vais quand même, mais au début, je suis comme un cheval dans mon cerveau, c'est comme un cheval au galop, mais qui est devant l'obstacle, qui dit allez, retourne dans le nord, c'est plus la peine, rentre. Et j'y vais quand même parce que j'ai très peur. Je me dis mais non, mon pourquoi c'est je viens ici pour faire une intervention, je me suis engagée, je dois tout donner et je partirai que quand que quand j'aurai donné jusqu'à 17h. Quoi qu'il arrive, il faut y aller. Ça a été très, très dur. Oui. Et à un moment, mon cerveau m'a dit, non mais c'est lui, prends tes affaires et pars. N'y va même pas. Quel serait le conseil que tu pourrais nous donner quand on se retrouve comme ça en pleine nuit où la voix, on sent que, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, juste avant de passer technique vocale, parce que c'est vraiment la deuxième partie, je vais juste rebondir sur ce que tu dis. La première chose, c'est de faire la différence entre ce que tu es responsable et ce dont tu ne l'es pas. Il faut savoir que le public, un rétroprojecteur qui ne fonctionne pas, un ordinateur qui ne s'allume pas, il peut pas te tenir responsable de ça. Donc en fait, c'est toi qui te mets le stress, c'est pas le public. Le public, il peut être agacé parce qu'il a pas ce qu'il veut, mais à un moment donné, quelqu'un de normalement construit, intelligemment et qui a un minimum d'empathie, et c'est-à-dire 99% des gens, va comprendre que t'es pas responsable, que le rétroprojecteur ne fonctionne pas, etc. Donc en fait, du coup, voilà, c'est ça, c'est pas mon business. It's not my business, comme on dit en anglais. Ok, ça me concerne pas. Par contre, ce qui me concerne, c'est quelle est ma réaction que je vais avoir à côté. Moi, par exemple, je prévois toujours un plan B. Si par exemple, j'ai une présentation sur ordinateur à faire en conférence, je ne connais pas le matériel, je fais en sorte déjà, d'arriver assez tôt pour pouvoir me connecter, vérifier. Et par exemple, je peux imprimer tous mes visuels, c'est pas idéal, on est d'accord, c'est pas ce que je voulais, mais ça me permet de sauver ma conférence, le temps d'eux. Et ça peut être un plan B qui te
conforte, de te dire, ok, bon, ben, j'essaie encore 5 minutes et je dédramatise. Ça ne m'appartient pas. Ça m'appartient pas, la technique. Le deuxième point par rapport à la voix, ben en fait, ben, c'est que ton corps a réagi au stress. Alors, on enlève le paramètre maladie parce que bien sûr, là après, tu attrapes une angine. Moi, j'ai fait une webconférence il y a 3 mois. Je sortais du Covid. La webconférence était prévue 2 mois avant. J'ai eu le Covid. Je toussais toutes les 2 minutes. Je toussais. J'ai fait donc ma webconférence. Je suis plus responsable en fait de ma voix à ce moment-là, donc ouais, c'est pas agréable. Je me suis excusée face aux personnes qui étaient là, et au contraire, j'ai eu beaucoup de félicitations parce qu'on m'a dit, Gaëlle, show must go on, quoi. Tu as continué malgré, t'as pas lâché, voilà. Donc ouais, j'ai toussé, mais c'est ok. Ça m'appartient pas. Ce qu'il faut faire déjà, c'est, et là tu le vois depuis tout à l'heure, c'est s'hydrater énormément parce que les cordes vocales, qui sont 2 plis vocaux qui sont ici, donc dans le larynx, ont besoin d'hydratation pour bien fonctionner. Dès que les cordes vocales sont agressées, que ce soit par un pathogène extérieur, fumée de cigarette, allergène, etc., ou alcool, etc., donc il va se créer une légère inflammation. Pour s'auto-soigner, les cordes vocales vont créer du mucus. Et donc, en fait, ce mucus, c'est fait pour nettoyer et pour hydrater. Donc déjà, le fait d'hydrater en continu, de s'hydrater en continu, ça va permettre aux cordes vocales, en fait, d'avoir une hydratation naturelle qui n'est pas directe. Attention, on ne met pas de l'eau sur les cordes vocales, c'est quand on les mouille, elles sont mouillées, c'est bon, hein. C'est le corps, après, qui va ramener, comme il va ramener aux muscles, etc., à la peau, suffisamment d'eau pour pouvoir bien fonctionner. Donc ça, déjà, c'est anticiper une hydratation, la semaine d'avant, boire peut-être un petit peu plus, la nuit, etc. Après, le mal de gorge, si c'est une véritable extinction de voix, malheureusement, là en fait, ça rentre dans une pathologie et on n'a pas grand-chose à faire. Il faut surtout pas forcer sur sa voix en chuchotant. Et après, ça va être des techniques de récupération vocale du type travailler bien sur sa respiration, sur son soutien, faire des exercices de semi-occluded vocal tract qu'on appelle, c'est-à-dire on a un conduit vocal. Et le fait en fait d'obstruer partiellement ce conduit vocal, ça nous permet en fait de créer un matelas d'air dessus les cordes vocales, puisque c'est l'air qui va les faire vibrer, et ça permet de les masser. Donc c'est se faire ce genre d'exercice. Un exercice très simple, c'est le humming. Mais quand on fait ça, on sent vraiment toutes les vibrations ici, ou le de l'avion. Là, on imite un avion, et ça permet vraiment de masser ces cordes vocales. Donc ultra abuser de ces exercices. Ça ne peut pas faire de mal tant qu'ils ne sont pas faits avec volume sonore. C'est-à-dire, quand je fais un v, je cherche un volume de 3-4 sur 10, je vais pas chercher un v. Là, on l'entend, je force de suite. Oui. Et puis tous mes muscles, je suis comme ça, mes yeux s'écarquillent. Donc non, on cherche un volume de 3-4 sur 10 et on va chauffer sa voix ou faire un warm down après, c'est-à-dire d'étirer comme un sportif étirerait après sa course, justement, ses cordes vocales, etc., en partant plutôt de l'aigu vers le grave pour permettre, voilà, de redétendre, de redynamiser en fonction de l'objectif ces cordes vocales. Et là, on rentre dans la technique vocale et tu me donnes une très belle transition. Je te remercie, Sylvie. La deuxième partie de la question, c'est qu'une fois qu'on a identifié pourquoi, pour quand, pour qui, on va en fait parler de technique vocale qu'à ce moment-là. Donc, par exemple, reprenons la question, c'était ma voix tremble. La voix qui tremble, on a vu, donc c'est l'air qui passe par les poumons qui va faire vibrer ses cordes vocales. Si la voix elle est instable, ça veut dire que le carburant, à l'image d'une voiture, vraiment, je vais tomber en panne d'essence, il y a des moments où il y a du carburant, des moments où il n'y en a pas, la voiture est broute. Eh ben la voix, elle va trembloter, et c'est parce qu'en fait, elle va brouter un petit peu, parce qu'en fait, on n'est pas stable sur le carburant qu'on lui envoie. Donc en fait, il y a une fluctuation d'énergie et de flux d'air qui va créer cette instabilité vocale. La stabilité vocale, de base, elle s'obtient grâce à une chose, c'est au soutien vocal. Et le soutien vocal, il faut qu'il soit béton. Le soutien, c'est l'engagement de différents muscles qui va permettre de contrôler la remontée du diaphragme sur laquelle on n'a aucune action, pour générer un flux d'air qui va être constant et faire vibrer nos cordes vocales de façon optimale. Donc je vais simplifier parce que la phrase a l'air très longue et très complexe. Mais quand on aspire de l'air, donc l'air passe par la bouche, passe par la trachée, va dans les poumons. Et quand on aspire de l'air, qu'est-ce qui se passe? On n'aspire pas consciemment. Ce qui se passe, c'est le diaphragme qui est ici, qui est une coupole de muscles, de cartilage, etc., qui crée une contraction
Et cette contraction qui est complètement involontaire, hein, on ne la contrôle absolument pas, tchoup, va faire un appel d'air, et c'est ça qui remplit les poumons. C'est ça l'inspiration. C'est hop. Et en fait, l'expiration, donc quand on parle, c'est qu'on vide de l'air puisque l'air ressort des poumons, passe au travers de nos cordes vocales ici, et à l'image d'un ballon, tu sais, quand on est petit, qu'on tire les deux trucs du ballon, là ça fait très aigu, où on prend une feuille et on souffle dessus, c'est-à-dire qu'on la fait vibrer, c'est ça qui crée le son, donc la vibration de nos deux plis vocaux, c'est-à-dire que le diaphragme, sur une forme passive, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'action du tout, de contrôle, il va remonter et l'air va se vider. Nous, ce qu'on veut obtenir avec le soutien, c'est limiter la remontée hors contrôle de ce diaphragme. Et pour ça, vu qu'on n'a pas d'action sur le diaphragme, on va avoir de l'action sur les muscles qui sont autour, dont notamment le transverse, les intercostaux, le sternum par corrélation au transverse aux intercostaux, les dorsaux et la bascule lombaire. Et c'est ça qui va créer le soutien. En fonction de l'énergie qu'on va avoir besoin dans notre prise de parole, on va plus ou moins engager des muscles. Donc bien sûr, quand on parle de façon naturelle, on le fait de façon totalement inconsciente, et heureusement. Par contre, quand on est dans un cadre de performance vocale, c'est là où on va se servir de cette technique pour pouvoir justement amener un soutien. Il faut pas oublier que le soutien sera stable que si nous-mêmes on est stable, c'est-à-dire qu'on a un ancrage qui soit bon. Donc par exemple, quand la voix part, la première chose qu'il va falloir faire dans sa prise de parole, c'est s'ancrer. Si on est assis, on me voit là, je ne suis jamais en fond de chaise. Je suis toujours en début de chaise. Pourquoi? Parce que j'ai mes pieds au sol et je suis assise sur mes ischions, donc les deux petits os qui sont dans les fesses là. Ça parle bien. Ça me permet, oui. Voilà, ça me permet d'avoir une stabilité à l'assise. Cette stabilité fait que je m'ancre dans le sol et c'est bien connu. Hein, si mon corps bouge dans tous les sens, comment vous voulez que ma voix elle soit stable? Et quand on est debout, bien sûr, c'est de pouvoir se stabiliser sur ses jambes en étant debout. Et la troisième chose ultra importante pour avoir une stabilité vocale, c'est vraiment d'aller chercher une relâche. Parce qu'on pense souvent énergie, j'ai besoin d'énergie pour parler, etc. Sauf que on vient de parler que le soutien, c'est une contraction de différents muscles, mais les muscles se contractent efficacement que s'ils se relâchent. Ça veut dire qu'à chaque inspiration, il va falloir relâcher tous les muscles pour que le diaphragme puisse faire sa contraction. Et on va toujours parler de contre-pression. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une stabilité vocale. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on relâche, en fait, c'est le diaphragme qui se contracte. Donc nous, on relâche tout. Le diaphragme se contracte. Et quand le diaphragme se relâche, nous, on contracte consciemment pour empêcher le diaphragme d'aller haut. Et c'est toujours une pression contre pression qu'on va faire comme ça, qui va amener en fait la fameuse stabilité vocale et la voix qui va moins trembler. Alors, ça paraît très technique, hein, le soutien, etc., mais c'est vraiment une base, c'est quelque chose qu'on travaille et une fois que c'est acquis, c'est vraiment acquis. Donc, il faut pas s'en inquiéter. C'est vraiment d'aller chercher des petits exercices pour activer le soutien. Un des exercices les plus communs, c'est de relâcher. Je vais baisser légèrement ma caméra, comme ça vous allez bien voir mon ventre. Donc déjà, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans la société occidentale, enfin et même je pense plus large, c'est qu'on a un process de beauté qui fait qu'il faut pas avoir de ventre, etc. quand on parle. Et ça, c'est ultra mauvais pour la prise de parole et pour chanter, parce qu'on a besoin de relâche. La relâche, c'est quoi? C'est quand le ventre, il fait ça. C'est absolument pas beau, hein, et on n'a pas envie d'avoir ce ventre-là. Donc, on a le droit d'avoir une petite bedaine qui se relâche quand on a le droit. Et il faut, dans la relâche. Il faut. Ah, bon, bah, c'est bien, ça va me dire. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Le diaphragme, c'est la coupole qui va diviser le poumon, les poumons, le cœur, on va dire les organes stériles aux organes non stériles qui sont l'estomac, etc., l'intestin et tout ça. Donc, en fait, quand ça contracte et que ça pousse, ils sont toujours là, hein, l'estomac, l'intestin, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Hop! Ils avancent pour laisser de la place à l'air et aux poumons, parce qu'en fait, ils poussent comme ça, mais forcément, il faut bien que ça aille quelque... Je t'entends plus. Quelque part. On souffle notre air et que notre air rentre, c'est parce qu'on vide les poumons, tout se remet en place, et ça donne ça. D'accord. Donc, du diaphragme. On ne contrôle pas, mesdames, notre ventre pour rentrer le ventre tout le temps pour avoir un ventre plat. On sent que, alors j'ai retenu les points, c'est soit on est bien debout, bien assis, mais bien ancré, les deux pieds bien au sol, on sautille pas sur un pied, l'autre pied, etc. Tu nous as parlé d'une posture, en fait.
Ouais. Une posture est une... Alors, la posture, c'est pas se sentir coincé, hein. Et je mets juste, excuse-moi, une petite parenthèse, et puis là-dessus, la posture, on se met pas comme ça en disant c'est bon, je suis droite et je suis ok. C'est Oui, absolument pas ça, hein. Parce d'accord. que ça, en fait, on se bloque complètement, hein. La posture, c'est d'avoir les épaules basses, pas levées, être décontracté, mais en fonction de sa propre posture de confort. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que si on veut la faire évoluer, quelqu'un qui est voûté, tu peux pas lui demander du jour au lendemain de se présenter comme ça va lui demander tellement d'efforts que ça va créer en fait des tensions partout. On va simplement travailler en amont, tous les jours un petit peu de se redresser, de façon à ce que la position droite devienne une position plus naturelle pour lui et confortable. Et après, on utilise cette position plus droite dans ses prises de parole. La seule chose, c'est qu'on va éviter, en tout cas, bien sûr, au départ, le côté avachi de par soi-même parce que ça n'aide pas à la prise de parole. Voilà. Et quand je suis ici, dans mon fauteuil de bureau pour prendre la parole devant cet écran, je me mets pas au fond, je m'investis pas au fond, je me mets pour avoir les deux pieds qui touchent le sol. Et j'adapte la hauteur C'est ça. de ma caméra, de ma prise de parole. Ça, c'est quand on est assis, mais quand on est debout face à un public. Oui. Quel conseil tu peux donner? Par exemple, tout de suite me vient à l'esprit quand tu es derrière un pupitre. Je parle des prises de parole, les vœux du maire. Chaque année, dans les Oui. villages, dans les villes, moi j'ai été une période adjointe de mairie pendant 6 ans, je ne suis plus aujourd'hui. On devait prendre la parole au public. Bon, heureusement, il y avait le pupitre. Des fois, on pouvait poser nos feuilles et nos notes sur ce pupitre. Par contre, on n'était franchement pas toujours à l'aise, pas savoir comment être justement à l'aise derrière ce pupitre, regarder les gens, prendre la parole, regarder ses notes, comment Ouais. on fait. On trouve plus. Ah, là, le truc, Alors, on trouve plus ça se la ligne sur nos travaille. notes. Mais ça se travaille bien sûr, mais j'ai envie de te dire, c'est aussi une pré-réponse à la dernière question où on parle d'attitude de main, etc. Parce que là, Oui. on rentre plus justement dans l'attitude, dans la posture et dans les Bon, mains. Donc, je peux commencer à y on répondre peut maintenant en ou on la reparler tout garde à pour tout l'heure. à l'heure. On va en reparler tout à l'heure. On va la conserver tout à l'heure. À ta convenance, Sylvie. Alors, on Mais retient. on abordera en tout cas des éléments de réponse tout à l'heure sur ça, justement. Donc, Juste, je me permets du coup de rebondir sur la deuxième partie de la question à laquelle on n'a pas répondu. Ma voix part dans l'aigu parce que ça, c'est un problème très récurrent dans le stress. La voix d'un coup, elle monte et on perd crédibilité parce que du coup, on est en haut. Faut savoir qu'on va comparer la voix à un tuyau d'arrosage. Excusez-moi pour cette analogie, mais le tuyau d'arrosage, on a le robinet ici qui amène l'eau, et l'eau, ça va être notre énergie. Quand on met un petit peu d'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau monte dans le tuyau d'arrosage, et si on le met droit comme ça à la sortie du tuyau là, qu'est-ce qu'elle va faire? L'eau, elle va à peine sortir du tuyau et elle va couler autour du tuyau. Comme ça. Plus on va mettre d'énergie, plus l'eau va monter haut, partir loin, voilà, côté devant, etc., suivant comment on incline légèrement le tuyau. Donc, si on part de ce principe-là, ça veut dire que la voix, ça va fonctionner exactement pareil. L'énergie, c'est notre air, d'aller chercher notre carburant. Plus on met d'énergie dans notre voix, plus elle va partir vers l'aigu automatiquement. Moins on va mettre d'énergie, plus elle va rester dans le grave. Le matin, est-ce que mesdames et messieurs, vous avez la voix qui part dans les aigus au réveil? Absolument pas. Pourquoi? Parce que votre corps n'est pas réveillé et vous n'avez pas encore l'énergie. Une des conséquences du stress, c'est d'avoir cet excès d'énergie comme ça où on se canalise plus. Et donc, en fait, là, on va monter dans les aigus. Donc, la première chose, ça va être de canaliser cette énergie. Une des conséquences d'un trop plein d'énergie, c'est que le larynx, donc notre petite boîte de cartilage notre petit coffret, on va dire, de nos cordes vocales, va se contracter un petit peu, cette fameuse boule dans la gorge de stress, et va remonter légèrement. Si le larynx remonte et se contracte, on a la voix qui monte aussi dans les aigus. Puisque le larynx bas, c'est typiquement la voix du Père Noël. Ho ho ho, là j'ai un larynx bas, je parle comme ça. Ho ho ho. On appelle ça the bears en anglais, la voix de l'ours. Donc c'est d'aller chercher un larynx bas. Un larynx haut, au contraire, c'est qu'on va aller chercher une voix un petit peu comme si on avait pris de l'hélium là. Donc en fait, le larynx position neutre, c'est le larynx idéal
pour parler. Donc, pour pouvoir faire descendre son larynx de façon efficace et instantanée, et je vous l'assure, ça fonctionne, c'est prenez de l'eau avec vous parce qu'on ne vous en voudra pas si vous buvez une gorgée d'eau pendant une conférence ou pendant une prise de parole. Le fait de boire, je vous montre. J'avale et je parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez entendu que ma voix était instantanément plus grave? Pourquoi? Parce que quand on est en acte de déglutition, le larynx remonte, se cale en haut et après redescend complètement en bas et se détend et s'ouvre. Et donc, le fait de pouvoir redétendre notre larynx et de le faire descendre comme ça au moment où on boit, de prendre le temps de boire une gorgée d'eau, ça va vous permettre de mettre votre voix directement, instantanément plus grave. Donc, il ne faut pas hésiter à boire pour l'hydratation et 2 pour la position laryngée si vous avez des problèmes de larynx qui grimpent un petit peu vers le haut pour pouvoir recanaliser en fait cette énergie, parce que déjà le fait de boire, vous vous posez, le temps de boire une gorgée, on se pose, on peut pas boire si on est contracté de partout, parce qu'on va faire un truc un peu comme ça là, on peut pas, donc on est obligé de se poser et ça va permettre au larynx de redescendre et en même temps de se reposer et de calmer son énergie. Et il y a une dernière chose qui va permettre de canaliser cette énergie aussi, c'est que souvent, quand on est en stress comme ça et qu'on a l'énergie qui monte, en fait, on respire pas parce qu'en fait, on reprend juste un petit peu comme ça d'air et on a l'impression qu'on manque d'air. Donc, plus on manque d'air, plus on va prendre d'air. Et c'est l'erreur, en fait, fatale pour la voix, c'est que quand on a trop d'air et qu'on a trop d'énergie parce qu'on n'arrive pas à décontracter tout ça, prenez le temps de souffler tout votre air parce que vous allez avoir une inspiration qui va être efficace et automatique et basse. Et là, du coup, il y a automatiquement une relâche qui se fait quand vous avez plus d'air. Parce que vous êtes obligé de souffler tout votre air. Et au moment où c'est qu'il y a plus d'air, c'est un peu comme quand on sort de l'eau, là, avec on inspire et ça fait du bien et c'est efficace et ça détend. Et c'est ça qu'on recherche, en fait. Donc, discrètement, quand on vous parle, si vous sentez la pression monter, vous soufflez tout votre air, tout votre air, tout votre air, tout votre air discrètement. Et puis hop, au moment de parler, je prends mon air et je peux reparler d'une voix qui est beaucoup plus posée. D'accord. Donc là, on se vide un petit peu de tout son trop-plein d'air pour pouvoir avoir de l'espace et pouvoir parler sereinement. On passe à la question suivante. Allez, c'est parti. Allez, 3e question. Comment mieux m'affirmer grâce à ma voix? Alors, la première chose à prendre en compte, à mon sens, dans ce mot, c'est qu'il va pas falloir confondre affirmer et imposer. S'imposer, c'est avoir une voix qui va avoir un côté autoritaire et qui va être très mal perçue. Pourquoi? Parce que cette voix autoritaire, c'est une voix dont tous les paramètres vocaux, et on va en parler juste après, sont exacerbés. Le volume, l'articulation, la hauteur, la densité vocale. Et donc là, on va être vraiment autoritaire. Nous, ce qu'on va chercher, c'est s'affirmer, c'est-à-dire être plus en autorité qu'être autoritaire. Donc s'affirmer, c'est savoir poser sa voix, c'est gérer sa voix pour en faire finalement un véritable outil de communication, comme j'en parlais au tout début quand je parlais justement d'un beau visuel. Donc, j'aime bien dire qu'il y a 3 dimensions vocales. Il y a la voix naturelle, qui est notre zone de confort. C'est la voix avec laquelle vous parlez tous les jours dans votre famille. Donc, on extrait toutes les pathologies vocales. D'accord? On est sur une voix standard, on sait que notre voix est notre identité vocale, etc. Je suis pas dans la seule personne qu'on connaît qui a une voix super aiguë perchée parce qu'il y a un problème de larynx, etc. J'exclus tout ça. On est sur une voix standard de quelqu'un standard. Donc, avec l'accent? Avec l'accent? Sans accent, complètement. La voix naturelle, c'est la voix avec accent. La voix qu'on a, sur laquelle on se pose pas de questions. Tu vas parler à ton mari, à tes enfants, à ta mère, à ta tante de cette façon-là. Il n'y a pas de stress, c'est ta voix naturelle. Ensuite, il y a la voix qu'on souhaite avoir. La voix qu'on souhaite avoir, elle va être utilisée en fonction du but vocal. On a vu tout à l'heure qu'on s'exprime pas de la même façon devant son patron que devant sa famille, etc. Donc ça, c'est la voix qu'on souhaite avoir. La troisième paramètre, c'est la voix perçue par les gens qui vont nous écouter. Ce que l'auditoire va entendre et ce qu'il va entendre va donner une orientation émotionnelle et de sens au discours. La base du travail, c'est notre voix naturelle, clairement, parce qu'on va se servir de cette voix pour pouvoir travailler au départ. L'objectif,
c'est la voix souhaitée. Et l'objet du message, ça va être la voix perçue. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des curseurs vocaux qui vont être établis en fonction du but vocal, de comment, pourquoi, etc., pour qu'on s'adresse, les fameux 5W, pour être complètement aligné entre l'objet du message, les émotions que l'on souhaite faire passer et la perception vocale que vont avoir en fait finalement les gens qui vont nous écouter. Les personnes, parce qu'il faut savoir que les personnes qui nous écoutent vont pas se souvenir clairement des mots qu'on va dire. Ils vont pas se souvenir des phrases. Ils vont se souvenir d'une émotion, ils vont se souvenir d'une sensation. Alors, je dis pas qu'il y aura pas quelques citations qui vont sortir parce qu'il y aura une phrase particulièrement qui va marquer. Mais quand vous sortez d'une conférence ou d'un concert, vous n'êtes pas en train de dire exactement ce qu'a dit la personne. Vous sortez avec une émotion. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est que la voix devient vecteur de l'émotion et du ressenti qui sont passés à ce moment-là. Donc la voix, si on sait la maîtriser, elle a un pouvoir qui est complètement extraordinaire. C'est de faire passer le bon message à la bonne personne de la bonne façon. Au bon moment. Au bon moment, exactement. Exactement. Donc, les curseurs vocaux, en voix parlée, on va les dénombrer au nombre de 5, voire 6. Alors moi, j'aime bien en mettre 6. Il y en a qui en mettent 5 ou 4. Ça va être le volume sonore de la voix, donc plus ou moins fort. La rythmique du discours. Donc la rythmique, c'est comment j'organise mon discours et c'est celui-là qu'on peut ou pas enlever. Il y en a qui le mettent pas. Moi, j'aime bien le mettre. Le débit, donc c'est la vitesse à laquelle je vais parler, mais je suis pas tout le temps obligée de parler à la même vitesse. Je peux créer une accélération pour créer un ralenti derrière, pour donner une émotion particulière, pour faire passer un message différemment. Et donc en fait, on va pouvoir jouer avec le débit. Il y a la mélodie de la voix, c'est-à-dire l'intonation de notre voix. Il y a la hauteur de la voix. Est-ce que j'ai envie de parler avec une voix très posée, très grave et vous dire j'ai quelque chose d'important à vous dire aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de dire vous savez quoi aujourd'hui? Allez les équipes, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, travail d'équipe, je vous donne votre journée. On va pas avoir la même voix. Ou alors c'est qu'on veut jouer l'humour en disant, en prenant une voix très sérieuse et très grave pour dire aujourd'hui, vous avez votre journée. Ou c'est qu'il y a un temps d'adaptation entre le message qu'on perçoit vocal et les mots. Et comme il n'y a pas de congruence entre les deux, c'est ceux qui créent l'effet de surprise, en fait. Tu vois? Et la couleur vocale. Bien sûr, je vais pouvoir changer ma couleur en fonction du message. La couleur vocale, c'est par exemple, imaginons, je suis en train, on va dire situation de maman typique, on est dans le magasin et mon enfant commence à partir dans tous les rayons et moi j'ai envie qu'il reste à côté de moi au caddie parce que l'heure est tourne et que j'ai envie de rentrer faire le dîner. Et voilà, l'enfant, bref, il est pas très réceptif aux consignes. Et il faut savoir que ça c'est quelque chose que j'ai énormément vécu parce que aux États-Unis, on n'a absolument pas le droit d'engueuler, si je peux dire ça comme ça. On parle pas de taper, on parle pas ni rien. On parle juste de réprimander ses enfants en public. On peut avoir l'équivalent de l'assistante sociale si jamais on a cette attitude. Donc on fait super attention. Et moi j'ai la chance d'être française et il m'est arrivé de parler à mes enfants sur un ton très enjoué en lui disant maintenant tu sais quoi, ça suffit maintenant parce que tu sais ce qui va se passer à la maison si jamais tu n'écoutes pas maintenant, il y aura forcément une sanction. Alors j'aimerais bien que tu m'écoutes, sauf que les gens qui comprennent pas ma langue se disent écoute c'est cool, vas-y tu peux prendre ça, il n'y a pas de problème, etc. Donc en fait la couleur va jouer aussi à l'intention vocale. Donc c'est vraiment plein de paramètres vocaux qu'on va pouvoir utiliser. Et comme je disais tout à l'heure, il faut savoir, parce que là on rend la chose ultra technique, mais la voix elle est pré-programmée pour avoir tous les paramètres vocaux bien placés au bon moment. Un bébé, quand il pleure, qu'il veut se faire comprendre, il se fait comprendre. On sait s'il a mal, une maman qui connaît son bébé reconnaîtra un pleur vraiment de douleur, un pleur d'agacement, un pleur de j'ai faim, etc. Donc il y a une certaine habitude à avoir avec son enfant, bien sûr, mais on a tous déjà entendu crier notre enfant de douleur, il se faisait mal à l'étage ou dans la cour et on s'est toutes levées en trois vitesses pour aller voir ce qui se passait parce que le pleur n'est pas celui qu'on entend normalement. Et on le reconnaît, on est intuitivement paramétré pour pouvoir s'adapter. Ce qui nous dérègle, si je peux dire, c'est un peu la société, oui. Le jugement et tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur les différentes peurs, etc. Et ça nous enlève toute congruence entre la voix, l'émotion, etc.
Donc, la technique vocale, là, on va s'en servir pour pouvoir recadrer tout ça. Mais si vous vous faites confiance, et ça c'est ultra important, il est tout à fait possible de regagner cette congruence de façon naturelle. Alors bien sûr, ce qu'il va falloir travailler, c'est votre aisance à parler en public. La technique la technique vocale n'est absolument pas à mettre de côté parce que c'est ça qui va vous permettre de vous faire passer d'un orateur standard à un très bon orateur, d'un chef d'entreprise à un très bon chef d'entreprise, pas dans la compétence de votre entreprise, là ça j'y rentre pas en ligne de compte, mais par exemple dans une présentation vidéo, dans une présentation face à vos confrères, etc. Donc la technique vocale, elle rentre en ligne de compte. Et j'aime à dire que pour être authentique, la technique vocale, elle doit se travailler en amont et pas pendant. Pendant votre prise de parole, pendant votre moment de scène, j'ai envie de dire au sens large du terme, faut lâcher prise, faut se faire confiance. Et il faut se dire, voilà, de la même façon que j'ai travaillé mon fond, c'est pas maintenant que je vais faire une recherche sur Internet, ah, j'ai oublié ce point, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? C'est pas là qu'on va le faire. Ça, on l'a fait avant, on sait pas, ben tant pis, ou on saute la question, ou on n'y répond pas, ou alors on dit clairement qu'on ne sait pas si la question vient à soi, ou alors ben on élude la partie du sujet qu'on ne sait pas, parce que, ou alors on est clair et on le dit. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas à ce moment-là qu'on va dire excusez-moi, je vais prendre 3 quarts d'heure et je vais faire une recherche sur la thèse de monsieur machin parce que j'ai envie de savoir ce qu'il en est. Donc, ce qu'il faut comprendre, et je clôturerai cette question par ça, c'est que, à contrario de la voix chantée, la voix parlée, en fait, alors de façon générale d'abord, la voix, elle reflète notre état nerveux du moment. Ça, on l'a tous compris, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Mais à contrario de la voix chantée, qui va être régie par une vraie ligne mélodique où on va devoir suivre la mélodie, on va devoir suivre la rythmique, l'instrumentation, la voix parlée, elle nous donne toute liberté. On n'a pas de cadre préétabli. Le seul cadre qui va nous permettre de donner le bon message, c'est de s'identifier au but vocal et de s'identifier à nos émotions à l'aide de la technique vocale. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de la technique vocale dans sa voix parlée. Et on la sous-estime beaucoup trop parce qu'une voix sans technique, c'est une voix qui peut paraître incertaine, et une présentation d'entreprise d'une voix incertaine, c'est une entreprise dans laquelle on ne s'identifie pas. Vous loupez peut-être potentiellement des clients, même les hommes politiques, des personnes qui pourraient avoir confiance en eux, parce que justement, la voix est incertaine. Et qu'à un moment donné, on ne s'identifie pas à quelqu'un qui hésite toutes les 3 mots et qui a une voix qui part dans tous les sens, et on n'a pas confiance. On a confiance dans le charisme. C'est pour ça que c'est vrai, le charisme est très important, on s'en rend compte très souvent. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Quand on n'aime pas sa voix parce qu'on nous a saboté notre image sur notre voix. Alors moi, je vais te transmettre une histoire très personnelle. C'est que j'ai un accent. J'ai un accent. Je travaillais dans la région, moi ici, des Hauts-de-France, de Saint-Omer, et cet accent. Mais tu es belge? Plusieurs fois, on me demandait, mais tu as un accent, tu es pas d'ici. Et je devenais gênée. Et oh non, avec ton accent, etc. On se moquait de mon accent, même quand je suis vraiment dans ma région natale. Hein. Je dis, mais tu as un accent fort prononcé. Je l'entends pas, moi, forcément. Et longtemps, je n'osais plus soit prendre la parole devant certaines personnes, des personnalités importantes. Je me dis, non, je vais pas prendre la parole, ils vont entendre mon accent. Et mon accent, je l'acceptais plus parce qu'on l'avait dégradé, hein, on s'en était moqué. Ah oui, absolument, je comprends. Et ensuite, un jour, avec grande chance et tout ce qui est accompagnement, on m'a dit, mais Sylvie, j'adore ton accent. J'étais dans un autre environnement, avec d'autres personnes, dans un autre milieu. Oh Sylvie, j'adore ton accent, tu me fais voyager, etc. Tu as un bel accent. Là, je me suis dit, c'est vrai? Pourquoi j'ai laissé dégrader l'image de ma voix naturelle, et quel conseil, même si on l'a abordé, c'est aimer sa voix et de se faire confiance et s'aimer soi, quelles que soient les paroles des personnes, après tout, quelles que soient les dégradations, les croyances limitantes qu'on va vous mettre sur le dos. C'est ça. C'est que ce que tu dis, et je m'excuse auprès de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo parce que ce n'est pas un jugement, je suis moi-même française, mais c'est très français. Moi qui ai une double culture, qui ai une double culture franco-américaine,
je ne suis jamais autant gênée de parler anglais que quand je parle en France. Je parle aux États-Unis en anglais. J'ai un accent qui est parfaitement imparfait. Et c'est absolument génial. Les Américains ont cette culture de la prise de parole et ont cette culture de show must go on, tu vois, vraiment, je peux. Et en fait, ils ont une phrase j'ai mis longtemps à me l'approprier, hein. C'est fake it until you make it. Ça veut dire, fake pardon, excuse-moi, du coup, je sais plus en français. Fake, c'est de faire semblant. Fais semblant, excuse-moi, jusqu'à ce que tu saches le faire. Donc, la phrase, c'est fake it until you make it. Fake, F-A-K-E, it, until you make, M-A-K-E, make it, it. Fake it. Je le mettrai sur la vidéo. Voilà. Vous voyez la phrase en anglais. Et en fait, cette prise de parole, elle est innée. Il faut savoir que moi, mes enfants, quand ils étaient à l'école maternelle, hein, on parle de la maternelle, ils avaient une fois par mois un show and tell, c'est-à-dire qu'ils devaient amener un jouet de la maison. Donc, je parle de ma fille de 2 ans et demi, amener un jouet à la maison et présenter à la classe ce jouet. Et en fait, c'était des questions très simples. Hein. Dans quel cadre tu as eu ce jouet? Je l'ai eu à Noël, je l'ai eu à mon anniversaire, c'est mamie qui l'a acheté, quand j'étais en France, machin, etc. Pourquoi c'est ton jouet préféré? C'était des réponses très simples, parce qu'il fait de la lumière, parce qu'il fait tutut, parce que j'adore la Reine des Neiges. Alors moi, excusez-moi, c'était la Reine des Neiges à la maison. En plus, j'avais la Barbie qui chantait, alors je vous dis pas. Hein. Donc voilà, et cette culture, en fait, elle est amenée où c'est qu'il n'y a pas ce jugement de la prise de parole où en France, on est hyper juge. Alors en fait, ça m'étonne pas. Si tu savais le nombre de personnes que je reçois dans mes coachings qui me disent « Je suis incapable de chanter, je chante faux, on s'est toujours foutu de ma voix, que ce soit dans la voix parlée, dans la voix chantée, je peux pas prendre la parole. Moi, quand je parle, on a l'impression que je suis un singe, je ne sais quoi. » Mais non. Non. Faut vraiment prendre du recul par rapport à ça et il faut se dire que il n'y a que ceux qui n'osent pas qui sont les plus critiques. Je suis désolée, mais ceux qui prennent le plus de risques sont ceux qui vont le moins critiquer. Et en tout cas, c'est ceux qui ont le moins à prouver, j'ai envie de dire, en France, qui vont être moins critiques. Parce que ils savent par quelles difficultés eux-mêmes ils sont passés et ils sont beaucoup plus accompagnants. Et je sais que c'est difficile hein, de se défaire de cette image de l'autre, etc. Mais ça fait partie du processus pour pouvoir être libéré dans sa prise de parole et dans sa prise de parole au sens large du terme, hein, que ce soit chanter ou parler, mais en tout cas dans sa prise vocale, si je peux dire. C'est qu'il va falloir se libérer de ça au même titre qu'on va se libérer de j'ai pris un bourrelet là, j'ai 40 ans et oui c'est certain, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, j'ai quelques rides, je les avais pas. Si j'avais commencé YouTube il y a 10 ans en arrière, j'aurais une peau plus tirée. C'est plus le cas et c'est ok pour moi. Je me le dis souvent. Voilà, et c'est ok. Tournage vidéo. Si j'avais pris les prises vidéo il y a 10 ans, j'aurais eu moins de travail au maquillage et des fois, j'ai pas la tête, on est fatigué, on a un peu des cernes parce qu'on est fatigué et c'est ok. Et après tout, c'est ok parce que c'est pas ce qui accroche, mais c'est vrai que les objets de moquerie qu'elle en a fait. Oui, mais ça rentre dans le mindset je pense qu'il faut miser sur notre unicité. C'est parce que tu auras cet accent que ça te plaira. Moi, je sais que quand je chantais au départ, quand j'ai chanté aux États-Unis, j'osais pas chanter anglais. Je me disais, je suis face à un public d'Américains, qu'est-ce que tu veux que je chante anglais? Et en fait, une fois j'ai chanté, je suis sortie de scène, on est venu me voir et on m'a dit « Oh, mais quel accent !» Qui se souvient je crois que c'était Tina Arena, si je me souviens pas, qui chantait « Et les cloches sonnent. » Oui. Et voilà, et on avait cet accent. Qui se souvient des Worlds Apart quand ils chantaient Shut down, shut down. Moi, c'est ma période, les Worlds Apart, j'avais 13 ans, 14 ans. Et du coup, tout le monde chantait, on était des bons français. Personne chantait je te donne, on faisait tout je te donne, avec une espèce de yaourt dans la bouche, un chewing-gum. Pourquoi? Parce qu'on s'est identifié, parce qu'on trouvait ça trop chou, trop charmant, etc. Et en fait, oui, il y a des personnes qui vous critiqueront. Ben, celle-là, laissez-les de côté et juste dites-vous, ça fait partie de ma personnalité. Moi, à un moment donné, je fais 1m57 et demi, je tiens à mon et demi, j'ai toujours rêvé faire 1m60. Je pourrais faire ce que je veux, je ne ferai jamais 1m60. Donc, à partir de là, c'est où je m'adapte avec un petit peu de talent et je me dis, bon, ben, écoute,
voilà, je mets des talons, ça me paraîtra un petit peu plus grande. Ou je me mets à pleurer tous les jours et je m'expose plus. Ben non, j'ai décidé que j'allais prendre ça. Donc les personnes qui ont vraiment un gros accent, ça se travaille, on peut le gommer. Il y a plein d'acteurs qui sont montés à Paris et qui ont gommé leur accent. Quand on chante, c'est un excellent moyen de gommer l'accent par rapport à la place qu'on va mettre des voyelles, etc. Le formant qu'on va utiliser pour les voyelles. Ça se travaille, c'est vraiment un handicap. Maintenant, si c'est quelque chose qu'on t'a dit et qui fait pas partie, qui n'empêche pas de faire ton travail correctement, Oui, voilà. c'est ce que je transmets souvent. Je dis, je m'arrêterai pas parce que ça, c'était des C'est choses ça. limitantes. Et aujourd'hui, je me dis, ben non, je suis unique. Et on apprend ça en Exactement. école de coaching et en école de neurosciences Ouais. aussi, hein, pour pouvoir avoir la motivation. C'est ne vous laissez pas mettre des barrières par d'autres personnes. Déjà, ne vous mettez pas vos barrières, mais en plus, si vous acceptez les barrières des autres, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. C'est Donc, ça. j'ai levé ces barrières. Puis je dis, bah oui, allez, et puis celui qui aimera pas ma prise de parole, bah, il éteindra sa caméra, ou il se moquera, ou etc. Et ok, c'est ok pour moi. Je plairai Ouais. pas à 100% du monde, des personnes, ça c'est pas grave. Mmh. On plaît pas Mais à tout le monde, et je c'est OK. continue à avancer avec ma voix, et ma voix, oui, est unique. De toute façon, un spécimen comme moi, il y en a qu'un seul. Un spécimen comme Gaël, il y en a qu'une seule. C'est Hein. On ça. est unique, il n'y a pas de copie conforme. On le sait, notre code génétique fait qu'on est unique. Nous, on a toujours cette envie de rentrer dans des cases, des moules, et être pareil que d'autres personnes, alors que non, on doit travailler à être vraiment unique. C'est ça, exactement. La quatrième question? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, quand je m'exprime, j'ai parfois du mal à me faire comprendre. Comment puis-je améliorer? Est-ce lié au stress? Alors, une fois de plus, hein, et quitte à me répéter un petit peu, bien sûr, il faut comprendre le pourquoi on a du mal à s'exprimer. Parce que c'est la conséquence qui, par ricochet, va amplifier le problème du stress. Est-ce que j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai par exemple mal préparé ma prise de parole et je suis pas un discours qui soit très fluide et qui soit très organisé? Est-ce que c'est que je bafoue beaucoup? J'arrive pas à bien parler comme ça. Est-ce que je suis en train de manger mes mots? Par exemple, je parle un peu comme ça et tu vois, je parle un peu, voilà. Donc, une fois le pourquoi compris, on va pouvoir passer à l'action. Mais c'est complètement utopique de vouloir passer à l'action avant de comprendre le pourquoi. Ça a pas de sens en fait. C'est comme si tu disais ok, je veux avoir des abdos, travaille les bras. J'ai vu une vidéo où on travaillait les bras, mais je serai musclée cet été, hein. Mais tu voulais pas travailler tes abdos à la base, donc ça ne fonctionne pas. C'est pas toutes les vidéos de sport vont te permettre de travailler vraiment tes abdos en profondeur. Donc c'est va chercher une vidéo sur les abdos. Donc tu as identifié ton problème. J'ai trop de ventre par exemple, j'ai des bourrelets, je veux les gommer, je veux avoir un ventre plat. Je vais donc me focaliser sur mes abdos. Si mes bras vont très bien, bon, je dis pas qu'il faut pas faire de sport, hein, attention, hein, mais peut-être pas besoin d'aller s'activer sur les bras. Donc une fois qu'on a ce pourquoi, on passe à l'action. Pour ça, rien de plus simple, j'ai envie de dire, mais c'est un cap à passer psychologiquement, c'est de s'enregistrer et surtout de s'écouter avec attention et analyse. Et ça, je sais que c'est très compliqué parce que je le dis souvent à mes coachés, enregistrez-vous parce que sur l'action, sur le moment de l'action, quand on parle, quand on chante, on ne s'entend pas. Et donc l'enregistrement, ça va permettre d'avoir cette espèce de recul et de se dire ah ouais, je pensais pas que ça donnait ça en fait. Qu'est-ce qui me dérange? Et là après aller chercher dans l'analyse. Donc par exemple, on va partir sur le premier exemple que j'ai donné, l'organisation du discours. Moi, je vais conseiller, dans les coachés que j'accompagne à la prise de parole, c'est de travailler au travers de mind mapping ou de bullet points pour pouvoir aller chercher une organisation au niveau cérébral pour aller à chaque fois se retrouver. C'est-à-dire un mot par ricochet va me faire penser à ça. Le mind mapping, c'est on part d'une idée et on a différentes branches qui vont se regrouper, les branches vont se rediviser et les bullet points, c'est ce qu'on fait à l'école depuis qu'on est enfant, hein, c'est les plans, grand 1, tac tac tac, grand 2, tac tac tac, etc. Et donc c'est de se rapprocher de ce plan, de l'apprendre vraiment par cœur pour pouvoir repartir dans sa maison. Quand je disais tout à l'heure que la maison c'était vraiment cette identité de confiance, c'est qu'on a le droit dans nos prises de parole de partir ailleurs. Et il est même conseillé de partir ailleurs. Mais il faut savoir se recadrer. Et c'est là où c'est qu'en fait ça va servir. Si par exemple je bafoue,
Le bafouement, je sais pas si ça existe ce mot, mais on va dire que ça existe, c'est souvent au moment des transitions qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on est pris dans son idée et on sait pas la clôturer. Ou alors on sait pas, intégrer la nouvelle idée. Et là, on va commencer à bafouer parce qu'en fait, on n'a pas la connexion entre les deux. Et là, ce que je vais préconiser, c'est d'apprendre par cœur des transitions. Une phrase de transition entre une idée A et une idée B que vous allez pouvoir placer au moment où vous voulez. Ça ne veut pas dire que je vais apprendre l'idée A par cœur, faire ma transition, l'idée B par cœur. Idée A, j'improvise, j'ai mes bullet points, mon mind mapping dans la tête, j'apprends ma transition, idée B, blabla, etc. Et on continue sa prise de parole ou son concert. Parce que quand j'en parle de prise de parole, c'est aussi entre les chansons pour un chanteur. C'est pas forcément que pour les personnes qui veulent s'exprimer. Et après, je conseille d'apprendre par cœur son introduction et sa conclusion. Pourquoi? Parce que ça permet d'être impactant dès les premières secondes et être impactant aux dernières secondes. Le fait d'avoir sa phrase d'appris par cœur, de poser avec la bonne intonation, etc., ça permet au cerveau de le reconnaître. Reconnaître quelque chose pour le cerveau, c'est se mettre en position de confiance. Et hop, on est reparti dans le cercle de la confiance que je parlais tout à l'heure. Je me mets en position de confiance, je prends confiance, mon stress diminue. Donc, en fait, là, par exemple, ce serait pour le bafouement. Et par conséquent, la voix va suivre. Un autre exemple, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Donc voilà, typiquement, que je parlais tout à l'heure des impondérables qu'on ne pouvait pas avoir action dessus. Je sors d'une angine blanche. Je suis pas encore complètement guérie. Et ça, c'est pas quelque chose que je maîtrise, en fait. Ce que je peux maîtriser, c'est d'avoir de l'eau à côté de moi pour m'aider. Mais absolument pas le fait que j'ai un petit chat qui passe et qui va partir, j'en suis sûre. Donc bref, parenthèse fermée. Le troisième exemple que tout à l'heure j'ai précité, c'est par exemple si on mange ces mots. Ben là, il va falloir s'attarder sur le travail de l'articulation et de la diction. Parce que si je commence à parler un petit peu comme ça et que j'ai mes lèvres qui restent tout le temps fermées, en fait, ben ça va demander à l'auditoire un effort pour me comprendre. Un auditoire qui fait un effort, c'est un auditoire qu'on perd. Il ne doit pas faire un effort pour entendre ce qu'on est en train de dire et pour comprendre les mots. Donc, le travail des consonnes devient indispensable pour pouvoir rythmer de façon plus naturelle ses propos. Les voyelles, elles vont donner de l'ampleur au mot. Et là, on le voit, de l'ampleur au mot. Donc, on va poser un mot avec les voyelles, on va rythmer les mots avec les consonnes. Donc, prendre le temps d'articuler, ça va influer sur le débit, donc sur la vitesse, parce que si je prends le temps d'articuler, je ralentis mon débit. En ralentissant mon débit, je suis beaucoup plus compréhensible. Donc, mon seul conseil, si je peux dire, ce serait au départ, après on va quitter ce procédé, parce qu'on va pas forcément le penser, ce serait qu'on va penser qu'on déclame son texte un peu comme au théâtre, en ponctuant dans sa tête les phrases. Et ça va éviter les non-mots. Parce que si je te dis, je vais ponctuer les phrases que je vais faire. Pourquoi? Parce que. Et donc là, en fait, tu vois, le fait que je mime les ponctuations, ça permet naturellement à ma voix d'avoir le bon impact et la bonne intonation et le bon arrêt quand il faut. J'ai tout de suite, forcément, tu me connais, une question et plusieurs personnes qui me viennent à l'esprit, notamment mon garçon Hugo. Oui. Quand il doit prendre la parole, parfois quand il est sous les émotions, il va parler très vite et je ne vais plus comprendre. Donc, je sais que si je lui demande de répéter, il se rendra compte que je me suis rendu compte qu'il a eu cette petite, ce petit couac, un petit couac dans la voix, ce petit gag, cet imprévu dans la voix. Oui. Moi, je trouve ça super mignon. Quand je vois quelqu'un qui accroche, etc., je sais que là, il est vrai. La personne, elle est vraie, elle est dans ses émotions, elle est pas en train de parler faux. Et moi, ça m'émerveille, ça, parce que quand ça transparaît. Mais la personne qui est en face, moi, je n'ose pas toujours dire, est-ce que tu peux me répéter? Parce que je n'ai pas compris. Parce que j'ai peur de blesser l'autre, de mettre le doigt sur quelque chose qui était incompréhensible. Comment on peut rester dans l'empathie, être dans la douceur, nous, en face, de la personne qui prend la parole, quand on a, parfois, alors, la réponse, elle est simple. Ouais, je comprends. Et la réponse, elle est simple. C'est toi, en te mettant, toi, entre guillemets, en porte-à-faux, en reformulant. Attends, si j'ai bien compris, je suis pas sûre d'avoir compris. C'est qu'en fait, c'est toi
qui te met comme dans l'empathie de c'est ma faute, j'ai pas compris, c'est pas ta faute. Ça, c'est dans le cadre où c'est qu'on veut vraiment accompagner quelqu'un et pas mettre sous le nez le fait il articule mal ou qu'il va trop vite. Voilà, c'est juste comme ça. La reformulation, elle est géniale pour ça parce que déjà toi, ça te permet de faire le point si t'as compris ou pas. Et puis en plus de ça, l'autre, dans la bienveillance. Non, c'est pas ma faute. Et du coup, quand il va répéter, il va automatiquement, parce que ça c'est quasi intuitif, faire attention de répéter beaucoup plus lentement. Il y a une chose très particulière dont je me suis rendu compte pendant le Covid, c'est que moi, je lisais sur les lèvres des gens. Oui. En fait, j'utilisais moins l'oreille et quand les personnes avaient un masque, eh ben, je ne comprenais plus. Je me suis rendu compte de ce détail pour moi. Hein, je sais, peut-être vous êtes nombreux à avoir ce. Et je devais souvent m'excuser. Oui. Moi, tu peux me répéter parce que comme je lis beaucoup sur les lèvres, eh bien, parfois, je comprends pas. Et j'en suis. Alors, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. J'avais d'ailleurs créé une formation là-dessus, mieux s'exprimer avec le masque en pleine période Covid, pour justement aider les gens et les professionnels notamment à mieux parler. C'est parce que déjà la voix, c'est une onde. Donc l'onde, si elle est bloquée, automatiquement que je mets quelque chose devant ma bouche, ben, l'onde elle est bloquée, donc tu l'aperçois beaucoup moins bien. Plus le fait que le masque, au départ, en plus au début, quand on n'est pas habitué, crée une espèce d'enclave au niveau de la bouche qui fait qu'en fait, on a tendance à moins articuler parce que sinon le masque il tombe sous le nez. Du coup, on fait attention de ne pas trop ouvrir la mâchoire. On ne baille pas avec un masque, sinon on a le masque là. Donc en fait, tous les éléments naturels qu'on a, qui font qu'on détend notre mâchoire, qu'on parle normalement, même celui qui émet, le fait pas correctement. Donc, parce que on se retrouve coincé dans quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Donc, forcément, le récepteur, celui qui reçoit, ne peut pas comprendre le message de façon super fluide. À la question suivante, qui nous amène à la question suivante. Comment utiliser mon regard et mes mains pour accompagner ma voix et me sentir plus à l'aise dans ma prise de parole, puisqu'on a parlé du fait que le visage pouvait être caché à moitié avec le masque. Et parfois, on a les Italiens qui bougent beaucoup les mains. Moi, je gesticule comme un asticot. C'est difficile. Comment utiliser mon regard, mes mains, mon corps, etc. pour véhiculer mon message et me sentir plus à l'aise. Déjà, il faut savoir que le regard, c'est crucial dans une prise de parole. Il y a rien de plus désagréable et je pense que tout le monde a eu déjà cet exemple plein de fois. Qu'en plein été, là, on a tous, moi je viens du sud de la France, donc les grosses lunettes de soleil bien foncées. Tu me regardes ou tu me regardes pas quand on parle à quelqu'un? Tu m'écoutes pas parce qu'on sait pas trop en fait s'il nous regarde ou pas. Et on se rend compte que le regard, c'est le point de départ, vraiment, de la connexion avec son audience, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est super important. Ce manque de connexion, si on n'a pas le regard, ça va amplifier le fait de ne pas se sentir à son aise face à son audience. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette connexion qui se crée. Et il n'y a rien de plus déstabilisant finalement que de parler face à un public, aussi large soit-il, aussi petit soit-il, face à des personnes qui continuent leur vie. Et pendant que nous, on essaye de se démener et de patauger en se disant ok, est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que j'intéresse quelqu'un? Parce que là, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait en tant que bon humain? On se renvoie à l'image qu'on n'est pas intéressant. Sauf que c'est pas forcément vrai. C'est pas qu'on n'est pas intéressant, c'est qu'on n'a pas réussi à connecter. Et que quelqu'un qui connecte pas, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas juste compris que le message commençait. C'est pour ça que je dis que l'erreur numéro 1 des prises de parole et des concerts où c'est que ça foire dès le départ, excusez-moi du mot, c'est qu'en fait, les personnes n'ont pas pris le temps d'avoir cette connexion pour impacter avant même d'avoir dit les premiers mots. Je prends souvent un exemple que j'adore. J'adore prendre l'exemple du chef d'orchestre. Alors déjà, je suis musicienne, donc forcément, c'est un exemple qui me parle en tant que musicienne, en tant que chanteuse et choriste. Le chef d'orchestre. Quand un chef d'orchestre arrive sur scène, qu'est-ce qu'il fait? Il fait silence et après, il fait aller ses bras. Exactement. Il s'impose. Mais il s'impose dans la bienveillance et il s'impose pas en disant taisez-vous. Il arrive, il est charismatique.
il a une posture, il a une droiture, il a un regard, il a une sorte de respect intuitif qui fait qu'en fait, juste on a envie de se taire et de regarder. Il faut que quand vous arrivez à votre prise de parole, quelle qu'elle soit, on ne s'excuse jamais de dire bonjour et d'être là. On se positionne en tant que chef d'orchestre. Les gens à la base, s'ils sont là pour t'écouter. Pour vous écouter au sens large du terme. Ils sont pas là en se disant qu'est-ce que je fous là? Ben non, t'es venu à une conférence et personne t'a forcé la main d'y être. Et quand bien même ça fait partie de ton taf d'y être, ça fait partie de tes obligations. Donc à partir de là, à la base, toutes les personnes sont là pour vraiment écouter ce qui se passe. Donc, c'est vraiment de se positionner en tant que chef d'orchestre. Excuse-moi. Ce qui va te permettre de te positionner également en tant qu'expert. Parce que quelqu'un qui arrive avec charisme, ça donne de suite envie, ça donne une position en fait. Et vu qu'on t'a présenté en tant qu'expert de ta thématique et que tu arrives comme ça, du coup, ça donne envie d'écouter. Là, une fois que le silence est établi, il y a la connexion qui se crée avec le regard, etc. Et après la gestuelle. Et la gestuelle, il faut faire attention. Il existe théoriquement, on va dire, 3 types de gestes. Mais il faut faire attention parce que il faut qu'ils soient congruents, ces gestes. On peut pas les singer parce que sinon ça fait faux. Il y a les gestes métaphoriques, les gestes ponctuateurs et les gestes parasites. Alors les gestes parasites. Oh, attends. Je les noterai, ne vous inquiétez pas. On fera des... Voilà. Ah bah je fais. Tu as vu, j'ai passé les gestes parasites. C'est le doudou. C'est le geste qui va nous permettre... Excusez-moi, je suis pas encore guérie. C'est le geste vraiment qui va nous permettre d'être dans son confort. C'est vraiment notre doudou. Donc, se toucher la veste, se toucher les cheveux 50 fois. Alors après, bien sûr, on a besoin. La mèche, elle tombe là. On va là. Mais oui, c'est ça. Ça, là. Et quand tu prends la parole, et que je peux pas dire arrête avec ton crayon. Et, voilà, tout ça. C'est ça, et ça perturbe le discours clairement. Et tu as le droit de dire arrête avec ton crayon. Donne-moi. T'as le droit. Si c'est dit dans la bienveillance et que voilà. Couleur, il passe d'une couleur tic 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 tic. Tu prends la parole, tes oreilles sont attirées par le crayon 4 couleurs. Après le deuxième. Ça va être, on va parler par exemple des gestes qui sont ponctuateurs. Là, en fait, quand on utilise un geste ponctuateur, c'est qu'on se met en autorité. Tu vois ce que je viens de faire? Je me mets en autorité. Et là, je ponctue ma phrase par un silence accompagné d'un geste qui va intuitivement renvoyer l'image « j'ai raison ». Tu vois? On se met en autorité. En tout cas, j'emploie un argument d'autorité et je ponctue souvent le geste d'un argument d'autorité. Le geste métaphorique, ça va être par exemple, je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes bienvenue à cette conférence. Ah, les toilettes, oui, c'est à droite. Et là, on est sur du métaphorique, c'est-à-dire qu'on va accompagner le geste au sens de la parole pour montrer, etc. Ils sont importants d'être mis, ces gestes, mais il faut pas qu'ils soient singés. Là, par exemple, si je commence à me dire, ok, donc je vais présenter les gestes et je vais dire les gestes, les gestes, les gestes, si à un moment donné j'en mets trop, ça fait faux. Il faut que ce soit en relation avec sa propre personnalité. C'est-à-dire que quelqu'un d'un peu exubérant, quelqu'un, avec une nationalité du Sud au sens élargi, les Italiens, les Espagnols, les Sudistes, on a tendance à parler un peu avec les bras, avec les mains. Ça fait partie du caractère. Donc, en fait, les gestes ne sont pas singés, ils sont innés. Faites confiance à vos gestes innés, ils fonctionnent bien. Par contre, quelqu'un qui va être introverti et qui va absolument vouloir mettre des gestes partout, ça va être une catastrophe. Donc là, en fait, on va d'abord s'habituer à débloquer les bras en se mettant juste peut-être appuyé par exemple sur un pupitre. On parlait du pupitre tout à l'heure. Quelqu'un qui est très introverti, qui est comme ça, va légèrement écarter ses bras pour s'appuyer sur le pupitre pour commencer à dégager un petit peu le haut du corps pour qu'après les gestes viennent un peu plus naturellement. Mais il faut surtout pas
arriver et se dire je vais faire ce geste à ce mot, ce geste à ce mot, ce geste à ce mot. Certains peuvent être mis dans un discours, hein, on est d'accord, parce que les hommes politiques, tu me parlais tout à l'heure du coup de son ancien travail, enfin, on peut d'ailleurs je pense appeler ça un travail, hein, parce que c'est vraiment du plein temps. Mission, c'était Euh, une... donc bien sûr qu'on en utilise maintenant, il faut qu'il soit vraiment fait à bon escient. Et d'ailleurs, je ne citerai pas d'hommes politiques parce que c'est pas le débat du jour, mais vous regardez des anciens discours de grands hommes politiques et des discours qu'ils ont fait en début de carrière et puis après, quand ils sont plus en fin de carrière, on voit que les gestes sont quand même beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficients et beaucoup plus congruents surtout. Une bonne gestuelle, c'est une gestuelle qui est congruente avec ce qu'on est en train de faire passer. Là, par exemple, tu vois, j'ai pas besoin de rajouter des gestes et je me suis mis comme ça parce que je te fais presque passer en secret. Est-ce qu'un geste est nécessaire, tu vois, quand je m'approche de toi et que je parle comme ça? Par contre, c'est une attitude, c'est une posture qui va faire que ça devient, en fait, intéressant. Et puis, c'est intéressant ce qu'on partage. Et là, je pense à un geste. Alors, quand je prends la parole, je me dis à chaque fois, c'est certainement une fausse idée, ou surtout Sylvie, tu ne te, tu ne te grattes, tu fais pas ça, parce que ça voudrait traduire dans la croyance populaire qu'on est en train de mentir, si tu te grattes le Oui, nez, etc. Pour certains, c'est ça. Je peux t'assurer qu'à chaque fois que je me dis, Sylvie, surtout, tu vas le faire. je peux assurer qu'il y aura un cheveu qui va passer devant mon nez et qui va me gratouiller. Alors regarde, je le Euh, fais comme ça, du coup, ça te déculpabilise. et à chaque fois, si on a cette pensée avant de prendre sa parole, surtout je ne fais pas ci, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, on Ah est ouais, mais bon, après, assuré qu'on va le faire. oui, 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 parce que Le ça, c'est cerveau ne comprend pas la négation, donc il va le faire. exactement, c'est ce que j'allais te dire. Donc forcément, il va y aller. Mais c'est parce qu'aussi, euh, on a tendance à confondre la gestuelle d'une prise de parole standard avec l'analyse de la gestuelle dans le sens des experts qui vont analyser pour justement comprendre s'il y a un mensonge, etc. C'est pas la même chose. C'est comme quand on dit les bras croisés veut dire que je suis fermée à Oui, toi. Si par exemple on discute dehors toutes les deux oui. et que j'ai froid et que je ferme mes bras, est-ce que ça veut dire forcément que je suis fermée à toi? Et puis parfois, je La suis tellement position, intéressée que je vais poser mes bras justement et je vais écouter avec attention et j'aurai... voilà, c'est ça. voilà. La position des jambes croisées, pour une femme, Oui. en réalité, c'est une position de confort. Oui, tout à l'heure, je les ai remis, je les ai décroisés parce que tu as dit il fallait être bien ancré, Ouais. décroiser les jambes, mais j'ai régulièrement les jambes croisées pour discuter, etc. C'est confortable et c'est pas gênant. Donc, c'est pas que je vais me fermer à toi. Je suis désolée. Hein. C'est pas que je vais me fermer à toi parce que je vais croiser mes jambes. Mm. C'est, voilà, je suis dans une position de confort si j'ai mes jambes croisées, d'autant plus que les femmes, quand on est en présentation, on est souvent plutôt plus ou moins bien sapé, on a peut-être des jupes ou quoi, donc non, ça n'a rien à voir, rien à voir. On Donc déculpabilise avec voilà, ça, c'est on on enlève toutes ces idées déculpabilise, ouais. reçues, on est naturel, dans Ouais. sa personnalité, charismatique, euh, confortable dans sa tenue, tu l'as dit au départ. Ouais. Par contre, Euh, on se filme. Ça, c'est intéressant. Parce que si on se filme et qu'on se trouve coincé, le premier objectif, c'est de décoincer les bras et de les écarter. Rien que ça. Rien que les coudes écartés, ça permet, et les épaules baissées, d'avoir un petit peu plus d'aisance. Et au départ, on peut juste être comme ça et ouvrir et fermer. Au départ, ça peut être un exercice. j'ai un exemple de ça, si tu me permets de le partager. J'aimais pas du tout ma voix, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et j'ai tourné des vidéos pour la formation. Et dans le logiciel de montage, je baissais ma voix à chaque fois, au plus bas. Et lors d'une conférence sur écran, j'entends une conférencière qui s'appelle Sonia, je sais plus son nom de famille, mais avec une voix, on aurait dit, enfin, vraiment une voix particulière. J'ai dit, mais Mm. elle s'impose, elle prend sa place avec sa voix. Mhm. J'ai remis ma voix à ce qu'elle devait être. Je l'ai plus mise au plus bas pour justement pas prendre ma place. C'est une petite souris qu'on m'entende pas. Et en fait, je pense qu'on peut transmettre ça aussi. C'est que aimer déjà qui on est et sa voix, s'aimer soi-même, se connaître soi, ce sont les grands points importants. Et je vais te laisser justement pour clôturer cette belle présentation. J'ai encore 1000 questions.
J'ai encore 1000 questions, Gaëlle, et c'est un plaisir d'avoir échangé avec toi. Mais on le refera avec plaisir pour combler J'ai ces noté 1000 des points questions. clés. J'ai noté des points clés. Être impactant, être charismatique, être dans sa voie naturelle, être aussi, et le premier mot, c'est être. Être. Mhm. Après, c'est faire et avoir. Vous allez avoir le résultat attendu, mais soyez d'abord être vous-même. Et on a parlé dans la première question, la peur de soi et la peur de l'autre. Donc, on lève ces peurs-là. On prend en compte que le trac est top niveau pour avancer et c'est un facteur motivationnel. Tu es d'accord avec Ouais, ça? On tout à le fait. prend de façon positive. On enlève toutes nos idées reçues. On a aussi un point que Gaëlle a abordé brillamment et où tu m'as tenu en attention, le pourquoi, le pour qui et le pour quand, qui font partie des 5 W, c'est ça? Ouais. Mhm. Le fait d'être bien ancré, les pieds bien dans le sol, bien affirmé, une confiance en soi, on optimise ses communications. J'ai noté aussi que pour être impactant, on ne se laisse pas saboter. C'est ça. Et il y a la phrase en anglais, mon anglais est d'un niveau fake it until you make it. Yes. Ah, ok. On Good job. s'enregistre et le fait de s'enregistrer, on se regarde et on apprend à s'aimer, à se faire, parce qu'on est la seule personne qui ne nous voyons pas dans la pièce. Hein. On va transmettre à d'autres personnes. Nous, on va pas se voir. Travailler devant un miroir pour s'aimer soi-même, c'est important selon toi? Absolument. Absolument. Il faut être en accord avec son image pour pouvoir donner une belle image aux autres. Et la voix, c'est une continuité de notre corps, c'est une continuité de nos émotions. Donc forcément, elle nous trahit. Mhm. Forcément. Qui n'a jamais eu sa meilleure copine au téléphone et au allô, on sait que ça va pas. Mhm. Ou au bonjour, ou sa mère, ou sa tante, enfin, en tout cas quelqu'un qu'on connaît bien. Et au premier mot, aïe, ça va pas. Mhm. Pourquoi? Donc la voix, en fait, c'est vraiment une continuité et c'est pour ça que je dis souvent, avant de s'attarder à la technique vocale, mon rôle de coach vocal, c'est aussi de m'attarder sur la personne et le contexte Mhm. au sens large du dev personnel, en fait, développement personnel, tu vois, pour aller chercher tous ces pourquoi, comment, etc. avant, parce que sinon c'est juste enfin c'est comme si on mettait la déco dans une maison avant même d'avoir construit la cloison, quoi. On va passer au mot de la fin parce qu'on a passé un bon Avec moment plaisir, ensemble et oui. tu as des impératifs juste après, très Oui. important. Je te laisse le mot de la fin, Gaëlle, pour nous emmener. Ben alors, le mot de la fin, j'ai envie de vous dire d'oser. Oser être vous. Oser travailler cette voix qui fait partie intégrante de votre personnalité. C'est votre empreinte, votre ADN auditive et votre ADN en fait de transmission. Donc, oser la travailler, oser en faire vraiment une amie, une alliée pour pouvoir vous permettre d'être dans le vrai et de pouvoir vous exprimer en fait comme vous le souhaitez et ne plus avoir cette charge même mentale et émotionnelle qui est en plus des enjeux que vous pouvez traverser au cours de votre carrière, au cours de votre vie, de s'embêter en fait avec ça. C'est travailler là pour pouvoir en faire voilà un outil de communication comme j'ai dit au départ, et une alliée, une amie, une meilleure amie. Vous allez passer votre vie avec, alors autant l'aimer. Voilà mon mot de la fin. Je vais donner le mot de la suite. Alors, le Oui. mot de la suite, c'est quoi? C'est de pouvoir être accompagné, si vous avez besoin d'être accompagné par Gaëlle, qui est coach vocal. Franchement, moi, c'est quelque chose que je veux faire parce que c'est important. Et le mot de la suite aussi, c'est d'assister à nos masterclass. Nous sommes respectivement créatrices de contenu. Nous proposons des masterclass, moi, sur la confiance en soi et comment sortir du burn-out, de la dépression et de l'épuisement. Gaëlle, c'est une masterclass sur la prise de conscience, se connaître soi, connaître sa voix et conscientiser son plein pouvoir de la voix. C'est le C'est titre ça. exact, je l'ai perdu, vous l'avez remarqué. Gaëlle, le titre Et c'est très exact très 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 bien expliqué des et je pense qu'on va masterclass. rester là-dessus. Et donc, ce sont des masterclass pour être vraiment vous. Vous êtes unique, prendre votre place, s'affirmer,
oser. Le mot de la suite, c'est oser, oser. Alors, vous allez trouver les liens. Je vais les mettre juste en dessous, dans les commentaires sur la vidéo, les liens pour pouvoir nous rejoindre dans notre belles aventures et pour qu'on puisse continuer à vous transmettre de belles choses pour vous faire grandir, avancer et toujours aller plus loin. J'embrasse Gaëlle du haut de France, hein, Et de je là tout en t'embrasse haut. du sud de la France. Et je Voilà, te c'est un beau remercie. partage croisé qui font relier. Alors, tu as du beau temps aujourd'hui, Gaëlle, on a oublié d'en parler. Non, Mauvais. Ah ben, comme nous. Il fait pas très non, chaud. là aujourd'hui, non, c'est pas très représentatif de mon beau sud de la France. Parce que nous, c'est représentatif du temps parfois, un peu gris dans le nord, mais pas toujours. Parce que les gens du nord ont dans le cœur, tu connais cette chanson, hein, toi qui es chanteuse, les gens du nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors, une chanson d'Enrico Macias, et qui tient beaucoup aux gens du nord. Et certainement que vous avez une chanson, vous, les gens du sud, le sud, Je le viens du Sud-Est. sud et par tous les chemins, j'y reviens. Merci Gaëlle. Merci. Merci à toi. Merci Sylvie de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Sylvie surtout parce que c'est du contenu en or qu'elle nous propose. Et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir partagé ce moment avec toi. Alors je te remercie. Je vous remercie à vous tous de regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à très 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 bientôt. Et Sylvie, merci encore. Merci à toi Gaëlle. À très vite. Prenez soin de vous et on se retrouve les amis. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye.